Bien. Donc pour le Conseil de développement, vous savez, le sport, finalement, c'est un sujet sur lequel on a pas mal investi dans le cadre de la réflexion sur le projet de territoire. Ça fait plusieurs séances qu'on accorde à cette question du sport. La semaine dernière, vous savez, on a reçu les représentants de l'association Nantes Omnisport qui souhaiterait organiser une synergie entre les clubs professionnels de l'agglomération. Et ce soir, on reçoit donc le président de l'un de ces clubs, le Nantes Rezé Basket. Nous avions déjà reçu le président du HBCN et on continuera à le faire. Nos invitations au Nantes Métropole Rezé Volley, à Nantes Volley féminin restent bien sûr d'actualité. Donc probablement on aura d'autres séances de même nature. Alors l'objet de notre séance, c'est d'abord bien sûr de mieux connaître le NRB, mais aussi de recueillir l'avis de son président sur la place du sport de haut niveau par rapport à l'attractivité d'un territoire et d'une autre en particulier, sur les liens entre le haut niveau et la pratique de masse, sur le rôle de l'intervention publique et notamment de l'agglomération Nantes Métropole dans le financement du sport de haut niveau, et puis peut-être aussi, et plus particulièrement ce soir, sur la place du sport féminin dans la pratique du haut niveau. Effectivement, dans la société contemporaine, la question de la diversité est souvent posée et c'est aussi sûrement un sujet que le président Thierry Frère connaît bien et sur lequel il pourra nous dire un mot. Le sujet du haut niveau est certainement complexe. C'est un facteur incontestable d'attractivité du territoire. On sait bien, les uns et les autres, pour s'être baladés à l'étranger, que quand on parlait de Nantes, on nous parlait souvent FCN. Même encore maintenant, mais parce que ça laisse finalement des images, ça laisse des traces. Et donc on voit bien que le haut niveau sportif est un facteur de notoriété du territoire. C'est aussi un lieu de croisement des champs de l'intervention publique, privée, médiatique. Comme sur d'autres questions sociétales, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une régulation qui apparaît en filigrane, une régulation qui puisse à la fois concilier les valeurs portées par le sport et aussi la place de ce sport dans le marketing du territoire. Alors comment se projeter à 2030 ? Quel paysage sportif pour l'agglomération ? Quel rôle pour les collectivités locales ? Autant de questions à débattre et cette rencontre avec Thierry Frère sera une occasion d'enrichir notre réflexion. Puis je vais terminer par un tout petit point parce que, effectivement, la semaine dernière, Nantes Métropole Omnisport a inauguré une pratique qu'on n'avait pas l'habitude de constater en offrant un pot à la fin de l'intervention. Habituellement, c'est plutôt nous qui intervenons, qui offrons ce pot. Et je crois que le NRB a choisi de s'inscrire dans ce début de tradition. C'est le problème des traditions. Qu'on apprécie particulièrement. Et donc, on vous remercie déjà par avance. Avant de juger l'intervention, pour le pot qui interviendra. Alors on va ensuite. commencer par le pot, comme ça on sera tous. Et on fera l'intervention. Je vous passe la parole, merci encore. Merci. Je voudrais juste d'abord présenter un peu l'équipe qui était avec moi, puisqu'il y a Simon Guillou qui est au fond de la salle. Comme ça, c'est aussi bien de mettre des noms sur les gens qui travaillent depuis des années au Nantes-Rezé, qui a fait monter le club en Ligue. Devant, il y a Emmanuel Corret qui remplace Laurent Buffard l'année prochaine, qui est nouvel entraîneur. Derrière, c'est son adjoint, Romain. Et puis l'équipe du Nantes-Rezé avec Cyril, Julien et François, qui sont derrière. Je suis accompagné aujourd'hui de Johan Joubert, qui ne fait pas partie du Nantes-Rezé Basket, mais depuis maintenant 1 an et demi, on travaille ensemble sur un projet, puisque l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est le haut niveau dans la métropole. Et sur ces sujets, on a, nous, développé une certaine réflexion, qu'on n'a pas encore d'ailleurs proposé. Pour la première fois, on la propose aujourd'hui. On a trouvé que c'était bien, parce que d'abord, c'est l'objet de votre débat, qu'il faut bien le lancer quelque part, et que moi, j'ai trouvé intéressant le débat d'il y a 4 jours. Et voilà, c'est un lieu d'échange où on peut justement sortir un petit peu de notre quotidien pour faire des propositions un peu différentes du quotidien. Une présentation, je l'espère rapide, et si elle n'est pas rapide, assez rapide, vous me le direz, mais en 3 points. D'abord, qui on est. Donc déjà, dans un premier temps, d'où on vient et nos ambitions. Ensuite, je voudrais prendre un vrai focus sur nos valeurs, les valeurs qui nous animent. Pourquoi est-ce qu'on fait du haut niveau ? À quoi ça sert de faire du haut niveau ? Et puis dans un troisième temps,
parler de ce projet qu'on porte maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est une rencontre déjà au départ, une envie de notre côté de faire des choses, une envie d'un groupe qui fait de l'urbanisme et qui est aussi dans le domaine du sport, enfin il en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais qui œuvre dans le domaine du sport depuis longtemps. Et donc à un moment donné, voilà, on a travaillé, et le fruit de notre réflexion, de notre travail, puisque pendant 2 mois on a même fait plus que travailler, parce qu'on a monté toute une équipe pour développer un certain nombre de projets, on va vous le présenter au moins en partie aujourd'hui. Donc, comme vous le disiez fort justement, on est un club de sport féminin. Alors, ça c'est un vrai départ, puisque le sport féminin au départ, c'est d'abord un inconvénient. C'est un inconvénient. Pourquoi ? Parce que on peine à être reconnu au même titre que le sport masculin. Aujourd'hui, il y a autant de pratiquants féminines que de pratiquants masculines, à epsilon près. Les 2/3 des fonds alloués au sport de haut niveau le sont au sport masculin et pas au sport féminin. C'est comme ça, hein, c'est pas nantais, c'est pas spécifique à Nantes, c'est même pas spécifique à la France, je pense que c'est spécifique à notre culture européenne depuis maintenant quelques temps. Donc on a, faut se prendre par la main. On a donc besoin de communiquer énormément pour exister aux yeux des médias, et on a besoin d'être innovant. Quand on est un petit, quand on a ce problème-là, l'avantage qu'on a, c'est que notre force, c'est nos idées, et c'est l'innovation qu'on peut porter. Lutter contre les clichés, le sport féminin doit être sexy pour attirer du public. Alors là, nous, on n'est pas d'accord. C'est du sport, et c'est des athlètes remarquables d'ailleurs. Donc on n'a pas besoin d'être sexy pour donner envie aux gens de venir. On a besoin de pratiquer d'abord notre sport. La femme sportive ne peut proposer un spectacle aussi attrayant, athlétique que les hommes. C'est vrai, mais elle a plein d'autres qualités à côté. Et on va en parler tout de suite après, parce que faire du sport féminin, c'est aussi un atout. Moi, je suis rentré dans le sport féminin parce que j'ai 3 filles, donc je suis un petit peu obligé à la base. Et le sport féminin, la grande force, et moi j'ai plein de copains qui ont fait du basket comme moi et qui sont venus me voir au départ en me disant c'est parce que c'est toi, on vient. Puis ils sont repartis un peu scotchés en se disant, dis donc, en 10 ans, c'est devenu un sport, c'est incroyablement athlétique pour des filles, effectivement. Et ça a une grande vertu, c'est que la dynamique collective, et donc on se fait un sport collectif, est très nettement supérieure. Moi, c'est ce que j'aime moins maintenant dans le sport masculin. J'aime toujours regarder du sport en général, et du basket masculin, c'est mon sport, mais j'aime bien aussi le hand, enfin tous les sports. Mais la dimension collective est beaucoup plus importante dans le sport féminin que dans le sport masculin. Et au travers des valeurs dont qu'on a besoin de retrouver, ça c'est une force pour le sport féminin. Les sportifs de haut niveau restent accessibles avec leur public, voire l'équipe de France de foot féminine, mais voire en règle générale, il y a une accessibilité, il y a une proximité qui est beaucoup plus importante chez les filles que chez les garçons. Et puis il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que les salaires, ils restent proches de la vraie vie, de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que nos joueuses, elles gagnent bien leur vie, hein, attention, et plus on montera, plus gagneront bien leur vie. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas de salaire indécent. On n'a pas de salaire qui sorte des normes de monsieur tout le monde. Oui, effectivement, quand on a une joueuse qui est dans les 10-15 meilleures françaises, eh ben, elle peut gagner 4, 5, 6 000 euros, mais un cadre, ou 7 000, mais un cadre de haut niveau, c'est aussi ce que ça peut gagner dans la vraie vie. Et puis en plus, ça ne dure pas forcément super longtemps. Donc voilà. Donc, je pense aussi que ça, c'est important dans l'époque qu'on est à l'heure actuelle, avec en plus la crise qu'on est en train de vivre, et c'est plutôt un atout. Le Nantes Basket s'est construit un parcours sur 3 Olympiades. On fait du sport, donc moi ça fait 8 ans que je suis rentré au club, enfin un peu plus, 9-10 ans. Ça fait 8 ans que j'ai pris la présidence, et on s'était un objectif en 4 Olympiades. Première 4 années, 2004 à 2008, alors on a de la chance, on a réussi nos 2 premières Olympiades. On aurait pu les faire en un peu plus longtemps, en un peu moins longtemps, bon ça s'est fait comme ça. Donc 2004, on était en National 2, je le rappelle. 2005, 2006... et 2007-2008, on est monté, on s'était donné 4 ans pour monter au plus haut niveau. Ce qu'on a fait, et notre fierté, puisque l'entraîneur qui l'a fait, il est ici, c'est Simon, notre fierté, c'est de l'avoir fait avec le 13e budget de la division. Donc voilà. Et ça, à mon avis, c'est pas près de revenir. Avant qu'un club qui a le 13e budget de la division en NF1 monte en Ligue, c'est peut-être pas près d'arriver. Donc on l'a fait, et on l'a fait avec des valeurs, avec une certaine façon de penser les choses. Puis deuxième Olympiade, 2008-2012, on la termine. On va la clôturer cette année. L'objectif, c'est de se stabiliser au plus haut niveau. Parce que quand on est au plus haut niveau, c'est pas si simple de s'y stabiliser, d'y rester d'abord. Et on sait ce que c'est. La première année, on a eu beaucoup de chance d'y rester, vraiment.
Et puis on s'est dit, et puis il faut aussi rentrer dans l'Europe. Voilà. Donc, on a été un tout petit peu plus vite que prévu, puisque sur les 3 premières années, non seulement on se stabilise sur les 4 points, mais on a 3 qualifications consécutives en Coupe d'Europe, et on sait que c'est pas facile à faire. Dans la division. On gagne 3 challenge rounds. Alors, challenge round, je vous explique, c'est en gros, dans notre championnat, il y a les premiers 4e qui jouent pour le titre de champion de France, et il y a de 5e à 12e qui jouent pour le challenge round. Voilà, c'est le championnat de France de la 2e partie quand on a fini le championnat. Et on l'a gagné 3 fois. Donc 3 fois on gagne la catégorie des 5-8, on va dire ça comme ça. C'est moins bien qu'être champion de France, je vous le dis tout de suite, mais bon, voilà, au début, c'est pas mal non plus. Et puis cette année, on a fait une demi-finale de Coupe de France, puis je pense qu'on aurait dû faire une finale, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis on a fait aussi un quart de finale de Coupe d'Europe en 2010. Et puis maintenant, on rentre dans 2012-2016, et 2012-2016, c'est extrêmement clair. On s'est donné un objectif qu'on a annoncé à la presse. Alors certains disent que c'est de la prétention. Moi, je dis que la prétention, c'est de croire qu'on va y arriver. L'ambition, c'est de vouloir y arriver. C'est pas du tout pareil. Donc, on s'est donné un objectif très clair, d'être dans le top 4 français pendant les 4 ans qui viennent. Donc, de ne jamais sortir du top 4. Donc, sur les 4 ans qui viennent, sur l'Olympiade qui arrive, on veut, quoi qu'il arrive, terminer entre premier et 4e. Emmanuel étant d'accord. Donc, je le vois. Mais voilà, c'est notre objectif, c'est notre ambition. Et puis, on veut en plus être au moins une fois champion de France dans les 4 ans. Plus si affinité, mais au moins une fois champion de France sur les 4 ans qui viennent. Et puis en Coupe d'Europe, on veut la disputer tous les ans et on veut remporter un titre européen dans les 4 ans qui viennent. Alors pas de l'Euroleague, mais de la 2e coupe, ce sera déjà pas mal pour démarrer. Et puis après, on aura une 4e Olympiade. Je ne sais pas si je serai encore là, mais au moins il y aura une 4e Olympiade si on fait tout ça. Donc voilà, ça c'est les objectifs qu'on s'est donnés pour notre club, notre sport, notre ville et nos ambitions. On ne peut pas atteindre des objectifs, à mon sens, puisque c'est un peu le débat, comment on fait, sans valeur et sans principe. Pour moi, on a le droit de perdre, mais on n'a pas le droit de ne pas jouer ou de ne pas le faire avec des valeurs et des principes qu'on doit toujours garder en tête. Donc c'est quoi nos valeurs et nos principes ? Bon, alors c'est simple. Moi, je dis que le sport de haut niveau n'a pas de sens sans la masse. On n'existe pas. Enfin, le sport de haut niveau, c'est pas 10 joueuses, 2, 3 entraîneurs et des dirigeants qui se font ce plaisir dans leur coin pour être champion de France. Non. S'il n'y a pas de masse, il n'y a pas de haut niveau. Et d'ailleurs, on est issu de la masse. À l'inverse, le sport de masse est dynamisé et a besoin du haut niveau. Moi, je suis rentré dans le basket parce que j'étais à la ville de Tours et que le club de Tours, il montait en première division quand j'avais 12, 13, 14 ans. Et que c'était extraordinaire, c'était génial, on était 4000 et c'était du bonheur à l'état pur. Et il y a bien eu des dirigeants qui l'ont fait, donc j'ai eu envie de redonner à Nantes, parce que ça fait quand même des années qu'on ne vivait pas ça, ce bonheur-là pour d'autres gamins, pour d'autres garçons, pour d'autres filles, pour d'autres spectateurs tout court, parce que c'est des grands-messes, c'est des moments formidables le sport. Et puis en plus, par rapport au spectacle, le spectacle, on connaît les chansons et en général on connaît la fin des chansons, il y a des fois on les chante à la place du chanteur. L'avantage du sport, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et c'est une dramaturgie en plus extraordinaire. Donc voilà. Bon. Donc ça, c'est... Voilà. Les sportifs et sportifs de niveau doivent donner l'exemple sur et en dehors du terrain et s'impliquer sur les territoires. Ça, je pense que c'est possible quand on a des joueuses qui ne sont pas surpayées par rapport au reste de la population, qui vivent une passion. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des salaires normaux, de bons salaires, mais des salaires normaux, c'est aussi ça permet aussi ce qu'on est en train de dire là. Et en tout état de cause, de toute façon, on ne prend que des joueuses qui sont dans cet état d'esprit-là. Alors des fois, on se trompe, et quand on se trompe, on ne les garde pas, celles-là. Et on essaye de garder des joueuses qui vont dans ça. On a mis 3 grands principes en haut du NRB. Partage, plaisir, passion. Ça doit être du plaisir. Moi, je dis toujours aux joueuses, celles qui sont là depuis 5 ans, il y en a une qui est là depuis 6 ans, on en a marre tous les débuts de saison, je dis d'abord faites-vous plaisir sur le terrain. C'est quand même un sport à la base. Et si vous ne faites pas plaisir, même si vous êtes payé pour, si vous ne faites pas plaisir, vous ne donnerez pas de plaisir. Donc il faut que ça reste du plaisir. C'est une passion commune qu'on a pour le sport en général. Moi j'aime tous les sports depuis toujours. J'aime mon sport à moi, le basket que j'ai pratiqué parce que j'y trouve plein de vertus, etc. Mais j'aime tous les sports en général. Et puis après, le haut niveau, on ne le fait pas pour soi, on le fait pour partager avec des gens.
Donc à travers ces notions, on a essayé depuis 8-10 ans d'être reconnu comme un peu engagé, humble et ambitieux. On est humble parce qu'on sait bien que le sport, on peut perdre à chaque fois qu'un match commence. Et ambitieux parce qu'on veut gagner à chaque fois qu'un match démarre. Et si on ne veut pas gagner à chaque fois qu'un match démarre, c'est pas la peine de faire du haut niveau. C'est vachement bien, mais c'est autre chose que le haut niveau. Et puis, il faut s'inscrire dans la durée. Moi, je crois qu'un grand club doit être plus important que ses joueurs, ses entraîneurs ou son président. Un grand club, c'est lui qui est grand. Et donc, il doit durer, il doit exister dans le temps. Et ce que j'espère, c'est que dans 10, dans 15, dans 20 ans, ce club restera au plus haut niveau et que les gens, ce sera leur club à eux, comme on le voit aujourd'hui à Bourges, comme on le voit aujourd'hui dans d'autres sports qui sont au plus haut niveau depuis maintenant pas mal d'années. Alors, nos valeurs, c'est aussi cœur de déferlante. Vous voulez faire une petite slide d'aspect important. Depuis très longtemps, depuis 8 ans, on s'implique et on va continuer à le faire, à s'impliquer dans beaucoup de choses, des opérations médiatisées ou pas, c'est pas notre débat, dans les quartiers, dans les hôpitaux, dans les clubs du département, dans les écoles. Moi, dans mon métier, je suis le numéro 1 en France de l'accompagnement des jeunes des banlieues, en 93, en 92, en 78. C'est des valeurs auxquelles je crois, c'est des choses qui sont plus... Enfin, voilà. Et donc, on a aujourd'hui, et on est prêt aujourd'hui à toutes les opérations, et on a envie de supporter toutes ces opérations-là. On en a fait beaucoup déjà. On a fait régulièrement, Simon a fait régulièrement des entraînements décentralisés dans des petits clubs. Puis après, on les invitait, les joueuses y allaient, entraînaient, etc. Dans les quartiers, par exemple, on considère que, c'est difficile, mais on a du mal, par exemple. On considère qu'à notre mi-temps, ce qui serait bien, on essaye de le faire, on y arrive à peu près, mais ce qui serait bien, c'est que à chaque mi-temps, on est une association qui vient exprimer, dans le domaine de la culture, dans le domaine dans ce qu'on veut, exprimer, on a 2 à 3 000 spectateurs, exprimer ce qu'ils font. Ça, c'est ça, la liaison, on sert aussi à ça. Alors, collaboration avec des associations aussi, mécénat, chirurgie cardiaque, Sport sans frontières, le sport, club solidaire, un maillot pour la vie avec une ancienne joueuse. Voilà, donc ça, c'est nos valeurs. Et puis quand on a des valeurs, ils se déclinent avec des principes. Nos valeurs sont notre idéal, et il faut avoir un idéal. Il faut, qu'est-ce qu'on disait, il faut rêver. Moi j'aime bien rêver. Enfin je veux dire, on est dans un monde où on ne rêve pas assez. On ne rêve pas assez que des choses soient possibles, on ne rêve pas assez que des choses qu'on ne croyait pas possibles. Quand on a le 13e budget, il faut rêver d'être premier. Et quand on est au niveau aujourd'hui, il faut rêver un jour d'être champion d'Europe. Et puis voilà. Et le rêve, c'est fondamental pour qu'on vive. Et je trouve qu'on ne rêve pas assez dans nos sociétés. Après, il faut être réaliste aussi. Mais donc, nos valeurs sont notre idéal, nos principes guident notre fonctionnement. Donc, nos principes, notre sport ne continuera à exister que s'il est populaire. Jamais je ne voudrais qu'on perde de vue qu'on existe quand on remplit les salles. Si on ne remplit pas les salles, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, et pour être populaire, qu'est-ce que j'appelle populaire? Ça veut dire que, il y a des disparités dans cette société. Il y a des gens qui gagnent plus ou moins leur vie que d'autres. Et puis en ce moment, en plus, il y a la crise, donc il y a des gens qui gagnent, c'est dur la vie. Et quand on veut sortir ensemble, si notre place, tant que notre spectacle n'est pas au plus haut niveau, si notre place est à 10 €, comment est-ce qu'on fait pour venir une famille? Une famille de 4, c'est 40 €. 40 €, c'est 265 francs. Pour les plus anciens, c'est pas très loin quand même les francs. Et je dis, alors on me dit, ah ouais, mais une place de cinéma, c'est 9 ou 10 €. Je dis, mais il y a des gens qui vont pas au cinéma. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils aillent au sport et qu'ils aillent dans un sport. Donc, alors après, notre évolution, on la verra dans le temps, parce qu'on a un projet, mais aujourd'hui, au stade où on en est rendu, tant qu'on n'est pas champion de France et champion d'Europe, on a été les premiers et les seuls à faire 1 € en F1. Il faut dire que... Voilà, il y a même des gens qui venaient nous trouver en nous disant vous pouvez faire plus cher, on peut plus. 3 € et 5 € depuis qu'on est en Ligue, pour les places réduites. Mais on a aussi des gens qui sont venus nous trouver en disant merci. Merci quoi? Merci parce qu'on peut enfin venir au sport en famille, avec nos enfants, avec l'épouse, l'époux. On peut venir à 2, à 3, le grand qui est plus gratuit, il peut venir. Je crois que ça sert à ça. Puis il y a des collectivités qui nous donnent de l'argent. Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi un peu tout un chacun qui les a donnés. Donc, c'est bien que tout un chacun puisse accéder aussi au sport. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très à cœur, parce que ça fait 8 ans qu'on a cette politique, ça fait 8 ans qu'on la place. Alors, on a perdu de l'argent, il faut être clair, parce que, voilà, c'est des recettes en moins. Mais on sait pourquoi on l'a perdu, celui-là. Travailler au Nantes-Rosé, et j'ai dit bien travailler au Nantes-Rosé, parce que nos joueuses sont salariées, mais ce n'est pas que nos joueuses.
Et je ferai une petite aparté parce que cette année, on a vécu un truc qui nous a réalertés. Voilà, on avait mis un certain nombre de principes depuis pas mal d'années. Travailler en RB, c'est partager une passion pour un sport et un club, c'est prendre du plaisir à évoluer sous ses couleurs, c'est adopter une philosophie et faire sien ses objectifs. Des joueuses au staff, en passant par les administratifs, le travail en équipe, une priorité, l'excellence, un objectif. Ça veut dire que cette année, on a construit une équipe avec un entraîneur adjoint, des joueuses. Ce qu'on a validé, c'est est-ce qu'elles ont envie de venir chez nous et est-ce qu'elles ont envie de gagner quelque chose chez nous. Et si les deux critères étaient retenus, même si ce n'était pas la meilleure joueuse, on l'a embauchée. Et on a eu des joueuses, on peut le dire, hein, Emmanuel, Simon, on a eu des joueuses un tout petit peu meilleures sur le papier que celles qui, peut-être, à des postes linéaires, mais qui n'avaient pas ça. On leur a dit, c'est pas grave, mais il ne faut pas venir chez nous. Là, maintenant, chez nous, c'est que ça. C'est comme ça qu'on a monté le club de là où on est parti, et c'est comme ça qu'on réussira. C'est-à-dire que je crois profondément que ce n'est pas la somme des niveaux des joueuses qu'on a qui font une équipe, c'est l'envie de l'ensemble des gens qui sont dans cette équipe qui fait la réussite d'une équipe. Donc ça, c'est gravé dans le marbre. C'est l'été avant, on l'a un tout petit peu oublié. C'est pas voilà. L'année dernière, il y a eu une conjoncture qui a fait qu'on l'a un petit peu oublié ou qu'on l'a peut-être pas assez développé. À partir de l'année prochaine, on l'oubliera plus jamais dans nos têtes et on se le rappellera pour aller vers le haut niveau dont on parlait tout à l'heure. Dernier point sur ça, c'est inscrire la formation comme priorité du développement au même titre que les objectifs sportifs. Donc on a beaucoup investi dans un centre de formation qu'on a mis pour l'instant à la Joliverie, avec 18 chambres, qui est un centre de formation assez modèle aujourd'hui, en qualité d'accueil, etc. Un investissement financier relativement lourd et important, et un souci quotidien de former des sportifs professionnels, mais aussi des étudiantes accomplies. Mon métier à moi, c'est d'accompagner 19 000 personnes qui se repositionnent professionnellement. Je n'ai pas envie d'avoir des joueuses qui, à la fin de leur vie professionnelle, ne seront pas du tout ce qu'elles vont faire du reste de leur vie. À 32, 33, 34 ans, la vie, elle est tout sauf finie. Par contre, c'est super compliqué de passer du haut niveau où on gagne 4, 5, 6, 7 000 euros à, quand on revient, si on n'a rien préparé, le SMIC à 1350. Parce que le SMIC, il a 1350. Et c'est quand même, si on ne fait rien, ce qui peut attendre beaucoup de nos sportifs de haut niveau. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien humainement. C'est pas entendable. Puis je pense que c'est bien qu'une basketteuse se consacre à 100% au basket quand il est, mais c'est bien qu'elle ait aussi d'autres choses dans la vie, où je dirais qu'un sportif de haut niveau ne remplisse pas sa vie uniquement, exclusivement par son sport. Il y a aussi, voilà, c'est super important qu'ils se donnent à 120%, mais c'est aussi super important qu'ils aient d'autres choses à écrire dans leur vie à venir. En conclusion, avant qu'on passe sur le dernier projet, pour exister parmi les autres clubs professionnels, et notamment ceux masculins, nous devons viser l'excellence et devenir une des meilleures équipes de France, ainsi qu'un grand d'Europe, tout en conservant les valeurs et les principes qui nous ont façonnés. Voilà, nous on est contraints, on est du sport féminin, on n'a pas le choix. On ne peut pas être en ligue, ça ne suffit pas. Il fallait déjà être en ligue. Maintenant, on ne peut pas être en ligue. Il faut qu'on joue le top 4, et il faut qu'on soit européen, et il faut qu'on soit champion de France. Et là, à ce moment-là, oui, on nous regardera autrement. Autrement, et j'en suis ravi, il y a le H, il y a le basket, il y a le volley, etc. Et les gars passeront toujours devant des filles. Donc nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit meilleur que tout le monde. Autrement, on n'existera pas. Et donc, ça, c'est notre obligation. Alors maintenant, nos chantiers pour demain. On va arriver à ce pourquoi on discute, nous, depuis, en tous les cas, depuis 1 ou 2 ans. Nos chantiers pour demain, c'est installer au club haut niveau, faut pas se le cacher, c'est d'abord une histoire de budget. En gros, pour vous donner une idée, notre budget a oscillé entre 1,5 et 1,8 depuis qu'on est dans la division, ce qui n'est pas un mauvais budget, hein, ce qui fait de nous un des 2, 3, 4 plus gros budgets de la division. Pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, être champion de France, être champion d'Europe, en gros, il faut viser 2 millions. Voilà. C'est une marche importante, mais pas considérable. C'est en gros passer de 1,6, 1,7 à 2. Les collectivités, à un moment donné, il faut arrêter aussi de taper sur les collectivités. C'est bien,
On a vraiment des budgets, on peut toujours avoir, si on est en Euroleague, peut-être qu'on aura un peu plus, mais aujourd'hui, on considère que les collectivités font les efforts qu'on a. En gros, on se dit, sur le 2 millions, il faut qu'il y ait 1 million qui viennent des collectivités et 1 million qu'il faut aller chercher vers le privé. Ça veut dire que... Et puis la troisième chose qu'on a mis, alors là, on me l'a beaucoup reproché, mais voilà, alors là, je vais vous le dire, pour de vrai, on fonctionne comme une entreprise. On a un conseil d'administration restreint. On est 3-4 à décider, parce que dans une entreprise, on n'est pas 20 à décider. Moi, j'ai une entreprise de 200 personnes qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bah, je peux vous dire qu'on est tous aux 20 autour de la table. On est quoi, 4-5 cadres que j'ai mis autour de moi, avec lesquels on réfléchit tous les jours, on essaie de s'améliorer, on pense, etc. Et un club de sport de haut niveau, c'est pareil. On ne met pas 20 personnes autour de la table pour décider la stratégie, qui on va embaucher, comment, etc. Enfin, on peut, hein, mais moi, j'y crois pas. Alors, je fais jamais des choses auxquelles je ne crois pas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne depuis maintenant pas mal d'années, et à 55 ans, je ne vais pas changer de main. Donc, ça veut dire, voilà, c'est pas... Par contre, tous les gens qui sont dans cet esprit-là nous ont rejoints ou peuvent nous rejoindre. Mais on dit, c'est un groupe restreint de gens qui ont une vision d'entreprise. Simplement, attention, la finalité du club n'est pas une finalité d'entreprise. C'est ça qui nous rend différents. Alors, ceux qui vont m'expliquer qu'on va gagner de l'argent avec un club de sport, alors là, je vous dis tout de suite, j'ai été au FC Nantes, etc. Je connais, j'y crois pas un quart de seconde. Voilà. Donc comme ça, c'est clair. Et on ne gagnera jamais d'argent par le sport. Et c'est bien comme ça. Voilà. Moi, ça me va très bien comme deal. Peut-être que dans 100 ans, 50 ans, on le fera. Mais pour l'instant, moi, voilà. Pour développer nos ressources privées, on doit médiatiser notre club. On est dans un monde de l'image et de la médiatisation. C'est bien, c'est pas bien. C'est pas mon... Moi, j'ai un avis, comme tout citoyen, mais c'est pas le débat. Le débat, c'est que on doit être médiatisé parce que c'est par les médiatisons qu'on a des partenaires qui ont des raisons de venir, qui se disent, bah voilà, il y a une lisibilité, c'est intéressant, on les voit, je m'associe à leurs valeurs, je vais chez eux que quand ils sont champions de France, enfin j'en sais rien, après chacun a sa stratégie. Ce qui est sûr, c'est croire qu'on aura une visibilité par les voies hertziennes, télé-hertziennes, c'est une vraie utopie. Alors, aujourd'hui, quand on regarde le schéma, qu'est-ce qui fonctionne, ce que j'appelle les télévisions hertziennes, TF1, Antenne 2, enfin les grands médias. Qu'est-ce qui fonctionne dedans? C'est le foot, les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, les championnats du monde, un petit peu la F1, ça baisse pas mal en ce moment, et puis le Tour de France, voilà, et puis le tennis 15 jours au mois de mai. Et donc, arrêtons de rêver les uns et les autres. Le basket en France, le hand, le volley et je pense que le rugby est un phénomène aujourd'hui, mais on en reparlera dans le temps. Ces sports-là ne sont et ne seront pas médiatisés, et particulièrement les sports féminins. Donc voilà, il faut une bonne fois pour toutes se dire on va arrêter de croire qu'on va faire des millions à la télé, machin, etc. Parce que c'est pas vrai. Par contre, il y a un truc nouveau qui vient d'arriver, qui est extraordinaire, c'est le net. Et sur le net, on a une formidable opportunité, à nous de nous prendre en charge, de nous mettre en vision et de nous mettre en forme. C'est une révolution qu'on n'a pas le droit de rater. Et ceux qui la rateront n'existeront plus bientôt. Donc, moi, j'œuvre depuis 3, 4, 5 ans sur la médiatisation du sport féminin en général. Donc j'ai proposé, et ça a été quasiment acté, mais bon, on a une fédération qui parfois est un peu lente à la détente, mais ça a été acté, un magazine féminin sur le sport féminin. Moi je pense que le sport féminin, volley, basket, hand, en soi, commence à devenir un grand sport. On est le plus important des trois. Hein. Le basket sur les sports féminins, c'est clair. Mais même nous tout seuls, si on associe le basket, le hand et le volley, on commence à avoir des cœurs de cible, on commence à avoir des décideurs, on commence à intéresser. Et là, ça a du sens. Donc, l'équipe TV est complètement prête. On a fait le format, on a discuté plusieurs fois avec eux, etc. Mais comme on aime bien se prendre par la main, au niveau du NRB, on a, depuis un an, énormément investi sur ce sujet. Donc, on a un site internet, on a 1,5 million de pages vues par an, en ce moment. Ce qui nous place, à mon avis, comme le site... peut-être numéro 1 en sport féminin.
On croit beaucoup à la création de contenu d'images vidéo. Je vous propose d'aller voir une émission que j'ai adorée, qui est une reprise d'En aparté que Julien a fait ici avec Caro, qui s'appelle Entre deux, qui dure 32 minutes. Et voilà, c'est une autre façon de découvrir une sportive de haut niveau. C'est super intéressant. C'est sur le net en ce moment. Allez-y, vous allez voir. Voilà. Et donc, c'est une émission d'une demi-heure qui est sur notre site internet. On travaille sur Facebook, les Twitter, les réseaux, etc. On a envie, par exemple, dès qu'on aura notre écran géant dans la salle, qu'on a depuis maintenant 6 mois dans les tiroirs, mais qui sera mis en place, on a envie, par exemple, de dire l'arrivée des joueuses, des vestiaires, comme un peu ce qu'on fait sur Canal+, ce serait bien de la mettre. La sortie, la conférence de presse d'après-match, qui est un truc super fermé, qui est obligatoire dans un bureau où il y a 2000 spectateurs qui se disent qu'est-ce qu'il se dit, il dit quoi l'entraîneur, machin. Pourquoi pas la mettre au grand public à la fin du match. Voilà. On a des idées, il n'y a pas de problème. On a plein de choses, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va le faire progressivement. Et puis, accroître son chiffre d'affaires passe inévitablement par un équipement sportif adapté capable d'accueillir les partenaires. Alors nous, nos besoins, ils sont simples. J'ai écouté le projet il y a 4 jours d'une Arena. Nous, notre projet est très simple. Et je ne pense pas qu'il évoluera beaucoup. Notre projet, c'est entre 2000 et 2005. C'est les jours de championnat, une salle, de 2000 à 2005. Et puis le jour où on fait la Coupe d'Europe, c'est 4000, 4005. Alors les salles modulaires, tout le monde sait faire aujourd'hui. On sait parfaitement faire une configuration d'une salle qui est à 1500, à 2000 ou à 4005. C'est 1000 places VIP, exclusivement business seat, pas de loge, pas de choses de cette nature. On verra tout à l'heure des loges en proximité du public et en proximité avec le public et des joueuses. Pourquoi 1000 places? Parce que quand on a 1000 places, on peut se permettre de faire des places VIP pas trop chères pour commencer. Je vous invite à aller voir Bourges. Bourges, ils ont commencé, ils en avaient 800. Puis bon, sur une 2000-2005, puis ils ne savaient plus où les mettre. Donc après, les prix ont monté progressivement. Mais au début, ils étaient à 500-600, puis maintenant ils sont à 1000, et puis ils passent à 1000. Tous les ans, il augmente un peu, puisqu'il n'a plus assez de place, etc. Mais moi, je crois, là encore, c'est pareil, comme pour le public. Au départ, quand on a besoin de faire ses preuves, de remplir, il faut. Mais franchement, 1000 places à 500 €, moi, je prends tout de suite. Hein. Vous avez vu mon budget? Ça va bien aller, hein. Plus les spectateurs, les machins, je fais mes 2 millions. Hein. Bon, par contre, il faut avoir les 1000 places. On ne les a pas aujourd'hui. Un équipement moderne média, capable de capter chaque rencontre à un moindre coût. Parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il faut rediffuser sur Internet. Ce qui coûte cher, c'est de passer les câbles, mettre les caméras et d'avoir des gars qui prennent. Si vous avez une salle qui est prévue avec 3 caméras fixes, une régie, une télécommande des caméras, vous avez toujours besoin d'un peu de personnes non plus, il ne faut pas exagérer, mais beaucoup moins. Donc le coût de la réalisation d'une émission, il est beaucoup plus faible. Un plateau télé pour la production et la diffusion, un espace VIP, si vous avez 1000 spectateurs, c'est 1000 m². Donc nous, on s'est dit ce serait pas mal d'avoir un restaurant permanent de 500 m² plus un accueil VIP de 500 m². Et puis des bureaux, des espaces dédiés, un clubhouse, un truc où on vit la convivialité aussi entre les partenaires, nous, les joueuses, etc. Donc on est assez simple dans le truc. Puis par exemple, quand on a réfléchi et on va vous montrer, et c'est là qu'on a travaillé, alors ça c'est une partie du projet, mais on va aller beaucoup plus loin dans le projet. On a travaillé, puisqu'on a pris un des meilleurs, on en parlera tout à l'heure, un des meilleurs architectes au monde, sur un architecte reconnu internationalement qui a fait plein de choses en matière de sport. Ça c'est un projet qui existe, où il y a les études BTP, il y a eu le coût, il y a eu l'analyse fonctionnelle. Bon voilà, donc je ne veux pas être trop long, mais simplement pour vous donner une petite idée. Voilà comment c'est une arène déjà. Vous voyez, c'est une arène pour le sport, qui est pour le basket. Ici, VIP, potentiel de VIP augmenté, proximité. Là, c'est les stats à la mi-temps. Vous voyez bien que notre idée, là, c'est pas de faire des loges, c'est que les VIP soient avec les spectateurs. Et moi, quand je suis VIP, ce que j'aime, c'est être dans la ferveur globale, c'est d'être dedans, c'est de le vivre. Ici, par exemple, on a imaginé ce qui n'existe pas à ma connaissance, une tribune famille. Donc ici, on a un espace accueil des enfants. C'est-à-dire, je viens au match avec des enfants qui ont 2, 3, 4 ans. C'est en même temps vachement bien, mais c'est toujours une galère en disant, ils sont où? Et alors, le petit, machin. Bon, là, on dit, on ferme l'espace.
on met des gens pour garder les enfants, et je viens en toute tranquillité, alors je paye 1 euro ou 2 euros de plus ma place, je viens en toute tranquillité avec mes enfants pour voir le match. Puis quand ils sont plus grands, j'irai là. Ici, on a tout ce qui est télé. Ici, on a la tribune de presse. Là, on a le clubhouse. Là, on est les bureaux du club. Et là, on a sur 2 espaces, restaurant à demeure et salle VIP de 500 places. C'est une configuration. C'est celle sur laquelle on a travaillé. On vous dira tout à l'heure un peu plus combien tout ça coûte. Donc, nos chantiers pour demain. Pour atteindre nos objectifs, on se doit de faire des propositions de vente et de ne pas attendre les autres. Des autres, les solutions dont on a besoin. Voilà. Nous, on aime bien. Quand on dit un truc, c'est trop facile de dire que c'est toujours la faute aux autres, c'est toujours la faute aux collectivités, c'est toujours la faute à celui, c'est toujours la faute à ceci ou à cela. Nous, on se dit, bah voilà, nous, on a envie qu'on soit responsable de ce qu'on fait. On réussit, on rate, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, on est responsable de ce qu'on fait. Et ça, on s'est retrouvé là-dessus avec... Nos solutions doivent être en face avec les aspirations et les besoins de la population. En gros, avoir du sens. Pas le sens, mais du sens. Mais aussi le sens. Mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'à un moment donné, notre projet, s'il n'a pas de sens par rapport à ce que les gens ont envie, à ce que la communauté d'Aglo a besoin à Nantes, il n'a pas de raison d'être. On n'est pas là non plus en se disant « faut qu'on fasse un projet pour nous, et puis c'est vachement bien parce qu'on a besoin d'1 million de partenaires privés ». Il faut que ce qu'on propose s'inscrive dans une philosophie qui donne du sens et qui ait du sens pour les gens qui habitent. Donc, on a un projet ambitieux pour Nantes Métropole. Voilà. Là, je voudrais faire une petite pause, que je voudrais vous dire, voilà, comment on a réfléchi. On s'est dit, bah maintenant, quand on a dit tout ça, c'est super bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une salle, quelque part, on propose un truc, un machin, un bidule. On s'est dit, il y a un truc qui existe depuis maintenant 20 à 30 ans. Il y a 20 à 30 ans, les gens, leur rêve, c'était le petit pavillon de banlieue à l'extérieur de la ville. Voilà, ça c'était vraiment le top, etc. Aujourd'hui, il y a une expression philosophique de l'urbanité. De plus en plus de personnes, et là on revient à votre sujet de départ, notre métropole, ne s'imaginent même pas vivre ailleurs qu'en ville. C'est-à-dire que vous leur dites, je vous sors de la ville, ils vont être malheureux. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. C'est comme ça, c'est un fait sociologique. C'est ce qu'on a appelé un peuple urbain, qui est né depuis 20 à 30 ans, avec ses habitudes, ses codes vestimentaires, déplacements, jogging, enfin on peut en mettre des centaines, ses références, sa solidarité. Donc il y a un peuple urbain qui est né depuis 20 à 30 ans, qui a ses particularités, sa façon de fonctionner. Et puis il y a des sports et il y a de la culture qui est particulièrement urbaine, qui est spécifique à l'urbain. Alors on va les détailler. Au niveau sportif, c'est quoi les sports urbains ? C'est la pratique du BMX, le skateboard, le roller, c'est les battles, c'est ça, si j'ai bien compris, qu'ils font en centre-ville, entre eux, etc. Enfin, c'est ça la réalité. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Moi, je vais vous dire, quand j'avais 14 ans, j'étais à Tours, et le club que je supportais, c'était l'ASPO Tours. l'ASPO Tours, ça veut dire Association sportive olympique du Paris-Orléans. C'était un club qui était la fusion, ce qui est devenu la SNCF, il y avait le Paris-Orléans, enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire des... Bon. Et donc, c'était un club de cheminots. Et ils avaient fait un truc qui était les playgrounds d'avant l'heure. Ils avaient fait un truc, c'est que là où il y avait les anciennes cheminées, enfin les cheminées, les locomotives à vapeur, ils avaient goudronné, ils avaient un grand hangar, et ils avaient fait 10, 12, 15 terrains de basket. Et quand on aimait le sport et le basket en particulier, moi je prenais mon vélo, je faisais 6 km, je descendais, j'avais le ballon derrière, et on arrivait là-bas pour faire des 3-3, des 4-4, des 5-5, etc. Et donc on n'a rien, nous, réinventé dans les années 70. C'est les gens qui jouaient au foot n'importe où. C'était nous au basket. Et puis maintenant, c'est effectivement le skate, les trucs. Alors on peut l'organiser, c'est sympa. Mais ça correspond bien à quelque chose qu'on a envie de faire quand on a une passion, quand on est ça. Alors s'il y a un sport, alors j'ai tous les sports de vie, s'il y a un sport qui est un sport urbain par excellence, c'est le basket. C'est le sport urbain par excellence. C'est venu des États-Unis, etc., etc. Le Nantes Basket est aujourd'hui reconnu dans sa vie sociale comme un club de haut niveau, à travers des critères tangibles, un niveau d'élite, un rayonnement national et international. Donc, on voit bien que dans l'urbanité et dans le peuple urbain,
il y a un certain nombre de choses qui fait d'ailleurs que ça dépasse le côté riche, pauvre, noir, blanc. Enfin voilà, on aime le skate, on aime le skate. Quel que soit le milieu social d'où on vient. On aime le basket, on aime le basket. Et puis il y a la culture. Et au niveau culture, alors c'est le hip-hop, le graphe, qui viennent en complément du basket. C'est l'expression orale, le slam. Tout ça, c'est des terrains d'expression. C'est aussi le stylisme et la mode vestimentaire. Il y a une mode vestimentaire très liée à une certaine typologie culturelle. Donc tout ça, ça existe. C'est bien ou pas bien, c'est pas mon débat. Ça existe, ça fonctionne et ça réunit plein de gens. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être créer un lieu destiné à la culture urbaine en général, sportive et culturelle. Alors on l'a appelé Urban City parce qu'on aime bien américaniser en général les choses, mais on peut l'appeler la cité urbaine, j'ai pas de problème avec ça. Et Urban City, c'est la volonté d'apporter une réponse sociologique à l'évolution du paysage sportif et culturel nantais grâce à un équipement métropolitain. Ce serait la première fois en France qu'on créerait un lieu autour de toute la culture urbaine, sportive, culturelle, etc. Donc, la création d'un lieu de vie identifié, emblématique de la mixité et développer l'attractivité du territoire. Concrètement, c'est quoi? C'est la création d'un lieu de 10 à 20 hectares. On parle pas... si on le fait, il faut le faire. Hein. C'est un lieu qui fait... toutes les projections qu'on a, en dessous de 10, ça n'a pas de sens. On est plutôt entre 14 et 15 hectares. Hein. 15 à 18, bon. Mais comme on ne voulait pas vous faire peur, on a dit entre 10 et 20. Bon, on vous a déjà fait peur, ok, c'est trop tard. Qui permettra à tous, jeunes et anciens, parce que c'est ça qui est formidable maintenant, c'est qu'il y a plein d'anciens qui sont dans l'urbanité, et autant que jeunes, parce que voilà, il y en a beaucoup d'anciens, de jeunes qui sont devenus vieux, et donc qui sont aussi dans cette culture. Des milieux populaires et aisés, de vivre ensemble autour du sport et de la culture urbaine. Des passions qui les réunissent, quelle que soit leur origine. Je ne vais pas vous dire, c'est exactement comme vous avez tous fait, je suppose, ici du sport. Quand on est sur un terrain de foot, de basket, de hand ou de volley, contre qui on joue, on ne lui demande pas, et toi, alors, tu viens de quel milieu social, tu bosses où, tu as une belle voiture ou pas, tu habites dans quel quartier. On joue un sport qu'on aime, le football, le basket, le hand, le volley, et c'est ça qui nous réunit. Et c'est ça qui est formidable dans le sport, c'est cette mixité qu'on trouve. Et là, on se dit, là, effectivement, quand on aime le skate, le BMX, le machin, quand on aime, enfin, tout ce que vous voudrez, quand on aime le hip-hop, le slam, tout ce qui est théâtre de rue, etc., on vient s'exprimer. Hein. Alors, cette réflexion, on l'a menée avec... on est quelques passionnés, donc Johan est aussi passionné que moi du sport en général. Bon, t'as œuvré où je te laisse peut-être au niveau sportif, mais tu as été dans le monde de l'athlétisme. Président du SNAC. Oui, bonjour, Johan Joubert, je suis président d'un promoteur immobilier nantais qui s'appelle Réalité. C'est une PME locale, on est 60 collaborateurs, on fait 500 logements par an à peu près aujourd'hui. Et toujours très impliqué dans mon histoire personnelle dans le sport. Président du SNAC pendant 2 ans, aujourd'hui mécène à la proportion de nos moyens dans différents clubs sur la métropole et avec la volonté d'apporter un savoir-faire urbain et immobilier pour apporter des solutions au club et dans une perspective qui est effectivement d'abord une perspective d'élite, de professionnalisation du sport, mais qui doit forcément s'intégrer dans un projet social qui dépasse ce sommet de l'iceberg qu'est le sport professionnel. Voilà. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontré avec Thierry, ça fait bientôt 2 ans, au travers d'un projet d'Arena initié, réfléchi, étudié, et puis finalement on a réorienté progressivement cette idée vers un équipement différent, mais qui s'intégrerait dans un projet urbain plus global. Voilà. Enfin, on peut peut-être... Alors, Johan y a associé le cabinet architecte Roland, qui est un cabinet international, qui est intervient en Chine, qui a fait énormément de projets. Je vous invite à aller voir sur leur site internet. Ils ont fait beaucoup de projets de salles de terrain de foot, enfin, de grands immeubles, enfin, plein de choses. Voilà. Et on a travaillé pendant 2 mois ensemble. En plus, au mois de juillet-août, c'était sympa. Mais bref. On a été jusqu'aux études béton quand même, hein, sur la salle, etc. Et on a été jusqu'au coût aussi. Hein. Donc on sera capable de vous dire combien ça nous coûte. Donc, en réalité, je ne vais pas représenter, tu l'as présenté, mais voilà.
L'atelier Roland, je ne vais pas vous le présenter aussi, je viens de vous en parler. Je vous conseille d'aller voir. Là, c'est une de leurs réalisations. C'est en Chine, je crois. C'est Gymnase et Centre d'Expo de Zhenyang. Alors, je ne sais pas où c'est, mais voilà. Mais vous irez voir, il y a plein de choses sur leur site qui est intéressant. Oui, ils sont à Angers, oui. Oui. Leur base est à Angers et ils sont depuis, il nous a expliqué, depuis 25 ans, 26 ans, c'est le premier architecte qui est à Shanghai, à l'époque où il n'y a personne qui y allait. C'est un fou. Mais il y est et... Comment Oui, oui. Oui, oui. Et donc, il a fait ses études aux États-Unis et il a voulu aller en Chine. Et donc, aujourd'hui, il est le seul cabinet d'ailleurs qui vient d'avoir, qui n'est pas obligé de s'associer. Enfin, je ne sais plus ce qu'il nous a expliqué l'autre jour. Enfin voilà. Donc, c'est un beau cabinet qui fait plein de choses. Une fois, qu'est-ce qu'on doit proposer? On doit favoriser dans l'Urban City, sur ce parc de 10, 12, 15, 20 hectares, où il y aura un petit peu de tout. De l'habitation normale, entre guillemets, l'habitation sociale. Il y aura aussi des commerces, des bureaux. Enfin, c'est ça l'idée, hein. C'est un ensemble. On doit favoriser l'échange social par l'interaction des sports et de la culture urbaine. Mettre en exergue la culture vivante, graphe, danse, stylisme. Donc on imagine bien des pistes, des lieux de graphe. On imagine un amphithéâtre où les gens qui veulent exprimer l'art qu'ils ont développé viennent l'exprimer auprès de spectateurs qui viennent les voir. Qui répond aux besoins de sport d'élite aussi. Donc il faut mettre à l'intérieur, parce que tout ça, il faut mettre un sport d'élite. Donc une salle dont on parlera tout à l'heure. Il faut qu'on soit polyvalent dans l'offre. Il faut qu'on allie ambition et réponse sociologique. Alors là, on vous a mis le projet sur lequel on est arrivé, qui était un projet un peu... on voulait quelque chose de simple, hein, de très minéral, enfin une forme simple. Donc ça, c'est le projet de la salle la nuit. À l'intérieur, il y a 6000 m² de commerce dédiés à la culture urbaine. C'est-à-dire qu'il y a des commerces qui sont dans la logique culture urbaine. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, mais vous les connaissez à peu près tous, en partant de Nike pour le plus connu, mais il y en a plein de différents. Voilà, des commerces, des activités qui sont rattachées à toute cette culture urbaine, à l'habillement, etc. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, mais à l'intérieur, bois, hein, tout est en bois. L'extérieur est en inox. Et vous retrouvez ici la salle dont on vous parlait tout à l'heure, et des commerces sur 2 niveaux. Ça, c'est pour la partie salle. On voulait montrer quelques photos. Puis l'intérieur, avec le restaurant qui est de 500 m² au-dessus et les VIP qui sont un peu en dessous. Donc, mais au-delà de la salle étant un peu dire le lieu central, le lieu qu'on montre aussi de l'ensemble de ces 2 hectares, l'Urban City, donc, qui est avant tout un espace de 10 à 14 hectares, doit être un lieu d'attractivité et de développement du territoire. Donc c'est un lieu, puisqu'on parlait à 2030, c'est un lieu où les gens qui aiment cette urbanité, ces sports qui vont autour, cette culture qui va avec, vont venir se retrouver le samedi, le dimanche, vont venir vivre ensemble le mercredi, le lundi, vont venir participer, etc. C'est une réponse à l'évolution sportive et économique de la métropole. C'est un moyen d'installer l'excellence sportive au sein d'un projet. C'est un choix revendiqué d'allier ambition et évolution sociale. Et c'est un lieu d'expression sportive où on va faire se côtoyer le haut niveau, mais aussi l'amateur éclairé. Où ce sera un lieu, l'idée c'est ça, c'est un lieu d'expression. Pour finir, parce qu'il y a la dure réalité de la vie, voilà, qu'à un moment donné, ça coûte combien et comment on le finance. Alors juste pour vous parler du projet qu'on vient de vous montrer, avec la salle qu'on vous a montré tout à l'heure, les 6000 m² de bureaux, le parking qui va avec et le foncier, on est sur un projet de 25 millions d'euros. Ce qui n'est pas... C'est un beau projet, mais ce qui n'est pas voilà, c'est un budget qu'on a serré au maximum. Je dis bien l'ensemble, hein, je parle de la salle, les 6000 m², le terrain, le foncier qui va avec et les parkings qui vont avec. Donc l'Urban City doit être un projet au financement quasi privé. C'est ça notre objectif. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il y a un montage. Donc on dit, ça coûte rien à la collectivité. C'est ça notre ambition. Un mix d'habitation privée sociale, un centre commercial avec des commerces spécifiques urbains et des bureaux et des hôtels. En synthèse, un concentré de ce qu'est une cité urbaine. Voilà. Donc ce projet-là, c'est pas un projet, enfin c'est plus qu'un projet. C'est un projet
maturé, réfléchi, qu'on est capable de, dans les 2-3 ans qui viennent, il faut du temps quand même, hein, il faut de l'énergie, bon, on peut peut-être débattre là-dessus, mais qu'on est capable, qu'on est prêt à porter. On a aujourd'hui l'équipe de base pour le faire et on a envie de le faire. Et donc, ça nous a semblé être le lieu, dans votre demande et votre réflexion, Nantes Métropole 2030, un grand espace emblématique de la métropole, être le lieu pour le présenter en tout premier. Parce que voilà, c'est un lieu neutre de réflexion où on échange. Puis on est aussi très intéressé par vos retours, vos remarques, ce que vous avez à nous dire là-dessus. Enfin, voilà. Et puis on est en tous les cas prêt à répondre à toutes vos questions que vous voudrez bien nous poser. D'abord, merci de votre confiance, parce que si je comprends bien, on découvre en avant-première ce projet, donc je pense qu'il va susciter quelques questions. Alors moi, comme ça, je trouve intéressant de rapprocher sport et culture, parce que très souvent, quand on parle du sport, on est plutôt dans des échanges autour de la culture à son financement. Le sport n'y arrive pas, ou en tout cas, c'est souvent un peu ce constat qui est fait. Donc là, c'est assez intéressant. J'ai juste une petite question. Je n'ai pas vu le centre de formation dans le projet. Le centre de formation, à côté de ce projet, en tous les cas, on est sur... Alors justement, c'est une réflexion qu'on est en train de porter. On est en train de réfléchir à investir pour acheter notre centre d'information. Et comme on se dit, s'il y a un projet comme ça dans 3-4 ans, la réflexion sur laquelle on est aujourd'hui, c'est d'investir dans un projet modulaire qu'on pourra repositionner sur ce terrain. Donc à côté, il y a centre de formation. Alors je n'ai pas tout dit, il y a aussi la volonté de mettre... Moi, j'étais sur un projet à Paris, dans le 93, pour faire la première... Les salles de foot, foot en salle, pour faire la même chose en basket sur un concept américain avec 3 salles. On a un ou deux joueurs de NBA qui seraient intéressés pour investir dans un projet de cette nature, pour mettre à côté 3 salles de basket autour du terrain, dans une économie normale comme on peut l'avoir aujourd'hui sur le foot en salle. Hein, voilà. Bon, après, il y a différents projets. Après, il y a aussi l'imagination et tout pouvoir. Après, ce sera à nous de trouver des gens qui ont envie d'apporter dans un contexte comme ça. Par exemple, on peut imaginer qu'une société dont le fonds de commerce, c'est plutôt l'urbanité, vienne mettre son siège régional là, dans ses bureaux. Enfin, vous voyez, il faut que ça ait du sens. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre n'importe qui à cet endroit-là, ou n'importe qui ne va pas venir dans cet endroit-là. Bien. On est parti du NRB et on aboutit à plus que la ville. Je voyais très bien, d'ailleurs, entre ces 10 et 20 hectares, les chercher dans Nantes. Vous êtes pour le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On récupère les 10 ou 15 hectares qu'il faut. Là. C'est peut-être un peu loin. Alors, pour en revenir... Non, c'est pas mal parce que le tramway peut se prolonger jusque là-bas. Revenons d'abord au NRB. Je crois qu'il faut se mettre dans la tête en permanence que le sport de haut niveau, c'est pas quelque chose, une fantaisie que s'accorderait un certain nombre de promoteurs du sport, les dirigeants, et puis ceux qui font ce sport, les athlètes, avec des sous qui viennent d'ici et de là, que l'on regarderait avec une certaine moue, une mimique, pas nécessairement approuvant ce monde du sport professionnel. C'est faux. Le sport de haut niveau, qui est nécessairement professionnel, c'est un point fort, et on l'a redit, je crois que c'est hier, de la santé, en réunion de bureau, de la santé d'une population. Les gens ont besoin d'activité physique. C'est fondamental, car on vit dans une société où la sédentarité a pris la place de la course à pied qu'il fallait faire pour attraper un lapin pour ne pas mourir de faim il y a 250 ans ou 2000 ans, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on ne bouge plus. Résultat, il y a de la calamine dans le moteur, les artères se bougent progressivement, et le rôle de la puissance publique, c'est d'inciter, de provoquer les êtres humains à avoir des activités physiques. Et alors, les activités physiques, bien malheureusement maintenant, dire aux gens... vous n'allez pas prendre l'ascenseur quand vous allez prendre une bière en haut de la Tour Bretagne, vous allez faire ça par les escaliers, ça manque un peu de charme. Donc il faut une stimulation, et la stimulation est sportive. Et le sport de haut niveau amène tous les
gens, tous les enfants, tous les jeunes, toutes les personnes qui le regardent et l'apprécient, à en faire autant. Et ça, le côté de stimulation par le sport de haut niveau, de stimulation des activités physiques pour qu'un jour, quand même, le budget de la sécurité sociale soit pas aussi monstrueux qu'il est, car aujourd'hui, 50% du budget de la sécurité sociale, c'est des maladies, on va dire, de société, de sédentarité, les artères qui se bouchent. Quand on avait des mobylettes autrefois, je me souviens, on faisait quelques trous dans le pot d'échappement, puis on leur faisait cracher du feu, parce qu'autrement, ça s'encrassait. Mais le corps humain, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, pour moi, le sport de haut niveau, ce n'est pas uniquement des subventions publiques qui servent à payer des athlètes qui en prennent beaucoup plus qu'ils devraient en avoir. C'est absolument faux. Donc, tout à fait dans l'esprit de votre réflexion, j'y abonde. Il faut absolument du sport de haut niveau dans une métropole. Il faut multiplier les sites où on peut le faire. Moi, j'ai eu simplement un petit regret autrefois, lorsque j'étais à la base de la création de votre club, où j'avais convoqué les gens de Arwis Basket et les gens de... Ce que le maire de Rezé m'avait dit, on donne des subventions, on était en National 2 peut-être. On donne des subventions à 2 clubs. Si on mettait les 2 ensemble, en additionnant un peu nos subventions, ça ferait un bon niveau. Et c'est vrai qu'on a fait un bon niveau avec le NRB, tout à fait. Mais le petit inconvénient, c'est qu'on a perdu un club plus ou moins de quartier. Ruiz avait 100 ou 150 licenciés, et il n'y a plus de... Sur le sport de haut niveau, c'est peut-être la seule chose que je lui reprocherais, c'est d'oublier inconsciemment que la quantité de jeunes qui font du sport, c'est proportionnel à la multiplicité du nombre de stades, du nombre de clubs. Il faut des clubs et il faut un grand nombre de clubs. Et si on veut avoir des clubs, il faut des bénévoles. Et pour avoir des bénévoles, il faut qu'ils aient la passion de l'équipe première. Et ça, c'est une conjugaison qui n'est pas toujours facile. Mais vous pouvez intervenir. Ah non, mais pour ça, je suis super d'accord, il faut qu'on ait un lieu qu'on ne change pas tous les 2 ans ou 3 ans, et un lieu dans lequel on pourra... Mais nous, on est super d'accord avec ça. Alors là, moi, ça me va très, 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 très bien. Hein. Alors je pense que si on fait ça, on va avoir avec 3 salles de basket autour, des gens qui viennent régulièrement, etc. On va se recréer cet espace, ce lieu. Alors que ce soit là ou ailleurs, mais il y a un moment donné, il faut bien qu'on ait un lieu dans lequel on reste, dans lequel on perdure, dans lequel on ait les moyens de se développer, dans lequel on ait les moyens d'avoir les joueuses qui restent après le match pour boire un verre avec les partenaires, etc. C'est vrai qu'on en souffre, mais on n'est pas les seuls. Hein. Mais ceci dit, à décharge, c'est vrai qu'il y a tellement de clubs qui sont arrivés au niveau que ça n'a pas été simple d'organiser tout ça. Mais on a tous le même problème. Hein. On est des nomades un petit peu les uns et les autres. En ce moment, le volet féminin peut-être un peu moins, mais le volet garçon bouge beaucoup aussi. Enfin, c'est compliqué. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste, mais pour ça, il faut qu'on s'arrête quelque part. On dit, voilà, maintenant, notre chez nous, c'est là. Et on n'y bouge plus. Voilà. Parce qu'on a tout à l'heure prononcé, j'ai entendu le mot culture. Et moi, je me suis toujours battu pour dire, c'est très bien de mettre beaucoup de sous dans la culture. La culture de rue, Nantes est au top niveau. Et c'est vrai que ça a un intérêt, parce que quand on regarde un événement dans la rue à Nantes, vous avez, alors on va dire, selon les syndicats ou selon la police, 10 000, 50 000 ou 150 000 spectateurs, mais c'est noir de monde. Ça plaît aux gens. Mais quant à dire qu'ils acquièrent, grâce à cette culture de rue, une maturation cérébrale ou physique exceptionnelle, j'en suis moins convaincu, mais au moins ils acquièrent du bonheur. Et le bonheur, c'est fondamental, parce que si vous n'êtes pas heureux, vous vieillissez très vite, et vous êtes sur votre chaise, et puis c'est fini. Il faut avoir du bonheur. Et le sport de haut niveau en distribue. Et ça, je pense que c'est fondamental. Alors, moi, une question très simple. C'est vrai qu'il faut que des gens dynamiques proposent des solutions innovantes pour stimuler les vocations sportives. Une petite question simple. Qui est maître d'ouvrage dans une affaire comme ça ? Le projet, l'idée, c'est quoi ? Enfin, je vais peut-être aussi, Johan, en parler, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, J'ai juste un petit quart d'heure, je suis désolé, je vais en profiter pour vous préciser un peu
Ouais, je vais essayer. Pour moi, il y a une quadrature du cercle qu'il faut briser. On a des sports de haut niveau qui, pour aller plus loin dans le haut niveau, ont encore besoin de se professionnaliser. Pour se professionnaliser, ils ont besoin de plus de moyens. Pour avoir plus de moyens, ils ont besoin d'un équipement. Pour avoir cet équipement, on a besoin de trouver un schéma de financement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les collectivités publiques qui ont assuré le financement intégral des équipements. On sent que c'est de plus en plus compliqué, que c'est pas prêt de s'arranger d'autres points de vue, et que effectivement, ce que disait Thierry Frère, et on se rejoint complètement là-dessus, on a envie de trouver des solutions différentes. Donc la conclusion, le cycle, on le connaît. Maintenant, il faut réussir à produire un équipement sur des modes de financement différents, donc des modes de financement privés, pour mettre à la disposition de clubs locaux qui deviennent professionnels et qui quitteront les statuts d'association, je pense, à un moment ou à un autre, pour arriver à développer leurs revenus et à développer leur niveau. Et ensuite influer sur le niveau global de la masse des pratiquants et avoir un vrai impact social. C'est vraiment ça, c'est comme ça que ça a démarré en fait cette histoire. Et par ailleurs, on avait une opportunité foncière qu'on a toujours, hein, sur laquelle on travaille encore ce matin, on était en mairie pour parler de ce sujet-là, qui est une opportunité foncière pour faire de l'urbanisme classique. Ce qui n'est pas classique, c'est de mettre au cœur d'un projet d'urbanisme le monde du sport et un équipement. Voilà, et ça, enfin, n'y voyez aucune raison, il n'y a aucun sens. Quand j'en parle en interne dans l'entreprise, les gens me prennent pour un fou d'une certaine manière. Donc le challenge, il est davantage dans le monde de l'entreprise de réussir à faire d'un objectif qui n'a pas forcément une densité rationnelle très forte, un modèle économique qui fonctionne, et pour aussi se donner du plaisir et donner un peu plus de sens à notre travail. Et là, c'est vrai qu'on a bâti réellement, on a une approche qui est originale, où on rapproche le sport, on rapproche l'urbanisme, on essaie de développer un modèle économique qui permet à tout ça de se financer. Donc c'est maîtrise d'ouvrage principalement privée. Ça, c'est ce qu'on essaie de défendre, ce qu'on essaie de créer aujourd'hui, avec forcément un niveau de convergence vis-à-vis des élus qui est extrêmement fort, parce qu'on n'invente pas un territoire comme ça en étant promoteur privé, c'est pas vrai. Donc c'est à la fois de l'intérêt général, mais sur financement privé, donc qui doit forcément dégager une forme de rentabilité, mais c'est toute la vertu du système. Si on y arrive. Hein, c'est un challenge délicat, c'est 25 millions d'euros, on en a parlé, mais c'est pas que, parce que les 25 millions d'euros, ça n'est que la salle. Hein, il faut voir l'ensemble de l'assiette foncière des 15, 17, 18, 20 hectares nécessaires. L'ensemble des aménagements, c'est beaucoup plus que ça qu'il faut réaliser pour se financer ce genre d'équipement. Hein, c'est probablement... c'est au moins 500 logements... on en a parlé, de l'hôtellerie, c'est un peu de commerce. Et c'est là où, lorsqu'on commence à poser l'équation économique, qu'on va au bout du concept. Donc le concept d'Urban City, au-delà du sens qu'on y trouve, ou qu'on peut y trouver, c'est aussi la manière d'être exigeant dans l'approche économique. Il faut avoir un projet clair pour réussir à faire que ce projet d'urbanisme fonctionne, pour qu'in fine, on ait cet équipement à un prix modique pour les clubs, enfin le plus modique possible, et qui leur permette à eux ensuite de développer leurs ressources. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que ça a démarré. C'est un défi non négligeable, mais le foncier, en l'occurrence, on l'a. Hein, Quand vous dites urban cité, ça veut dire la ville, centre-ville. Oui. Quelle distance le rayon entre la place du commerce et la cité? Alors, la situation idéale, c'est sûrement sur l'île de Nantes, par exemple, mais ça n'arrivera pas. Non, c'est d'être à proximité du périphérique, pour nous, avec une forte exposition sur les voies de circulation, déjà pour faire la publicité d'un équipement de cette nature, et pas l'enfermer dans un coin inaccessible et invisible, et de favoriser d'avoir autour de l'assiette foncière un maximum d'agréments qu'on connaît par cœur dans nos métiers. Hein. C'est les transports en commun, c'est les commerces, c'est la santé, l'éducation, etc. Donc le terrain, nous, qu'on a en tête, se trouve aujourd'hui sur la commune d'Orvaux, je pense qu'on peut le dire, jouxte la porte de Rennes et le Bois-Raguenay. Voilà. Donc c'est pas extrêmement urbain, c'est probablement pas suffisamment urbain pour être puriste, mais en même temps ça offre énormément d'atouts pour arriver à faire un projet qui soit mixte. Après le Bois-Raguenay, juste après. Sur la gauche en allant sur Rennes. Exactement. Non, parce que n'allez pas prendre les 8 hectares réservés pour l'agrandissement du vol. Et encore... C'est promis. Craché, je dirais. Mais on est aussi près de l'aéroport, parce que là, quand on parle de réduction, on est près de l'aéroport.
Mais il y a un moment où on a tous conscience qu'il faut qu'on sorte des équipements dans lesquels les sportifs travaillent aujourd'hui. C'est pas possible. On est en train de se mettre à la traîne du monde entier. Enfin, moi, ça me convient pas du tout. On parle de compétitivité, d'ambition. Il y a beaucoup de talent dans le pays. Il y a de l'énergie. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Là aussi où je partage complètement l'optimisme de Thierry, c'est cette volonté de dépasser les difficultés. Il faut arrêter de regarder toujours plus bas. Je veux dire, sinon, là, c'est sûr qu'on va y aller. Donc voilà, il y a un état des lieux qui est celui qu'on connaît. Il y a malgré cet état des lieux, il y a des résultats, il y a de la volonté, il y a de la dynamique, il y a du politique. Bon voilà, maintenant il faut ouvrir les yeux et puis se donner un challenge, quoi. Moi, j'avais été très marqué, puisque du temps où j'étais au FC Nantes, dans une autre vie, j'étais amené à aller... parce qu'il ne faut pas oublier que le FC Nantes était un des premiers clubs. On parlait de la Jaunelière l'autre jour, et c'est vrai que les clubs de l'Europe entière sont venus voir ce qui s'est passé, mais aussi on a été un des premiers clubs, parce que les Italiens, les Allemands, les Anglais ne le faisaient pas à l'époque, les VIP. Les premiers qui ont inventé IP, donc moi j'ai été visiter, les VIP, les stades, c'est les Belges. Les Belges et les Hollandais. Pourquoi ? Parce que c'est des petits pays, pour que les frites restent chaudes. Et c'est surtout des gens qui possèdent leur stade. Le stade Van der Stok, à Bruxelles, il est possédé par le club. Et donc, au fil du temps, ils ont mis en place, parce que quand on possède quelque chose, que c'est à soi, on est toujours plus pertinent quand c'est un truc des autres et qu'on est 10 à décider autour de la table. Voilà. Donc à un moment donné, ils ont fait des choses, ils ont développé 2000, 3000, 4000, 5000 business sites. Je vous invite à y aller. Moi, j'y avais été il y a 20 ans, j'étais au Standard de Liège à peu près pareil. C'est formidable, parce qu'il y a une convivialité, il y a des outils, et c'est des gens qui ont 10 000 places, qui vendent jamais très très cher, mais c'est ce qui fait que Anderlecht restera toujours un grand club, parce qu'ils ont une assise financière, ils ont une assise, ils ont quelque chose qui autrement, non. Donc on a envie, et c'est vrai que vraiment quand Yoann est venu, je me souviens, c'était il y a 2 ans, je m'appelle en me disant machin, je fais sport, et puis Arena, qui dit je voudrais qu'on discute. Et ça tombe bien, ça fait 2 ans que je réfléchis à un truc de ça. Bon, moi, l'Arena, j'y crois pas. Voilà, je lui ai dit ce que j'en pensais complètement, etc. Puis on a travaillé, puis on a bossé, puis on a commencé à réfléchir. Puis c'est là qu'on s'est dit, bah ouais, mais au-delà de l'Arena, c'est quoi ? C'est finalement, c'est pas qu'un stade, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est une culture. C'est là où on peut raccorder des gens, les bobos et les milieux populaires. Ben c'est là qu'ils peuvent faire ce que nous on a connu, du foot. C'était peut-être du foot il y a 40 ans, du basket il y a 20, ou maintenant c'est toujours du basket, mais en salle, dans d'autres façons. Et donc ça nous plaît, quoi. Et puis Michel qui est là, il a son gars qui fait du skate, machin, et puis il m'expliquait comment ça se passe. Enfin, ça n'a pas changé en réalité. Les ados de maintenant, ils sont pareils qu'il y a 50 ans. Ils ont les mêmes envies, sauf que les lieux, ils ont un petit peu changé, les clubs, les sports, ils ont un petit peu changé, mais le besoin fondamental qu'on a de faire des choses ensemble dans une ville, dans un lieu, etc., il n'a pas changé. Et après que nous, on se dit, mais ce serait génial. Alors c'est vrai que c'est un truc de fou, hein. Je comprends qu'en plus, lui, il est dans l'immobilier tous les jours, donc il sait encore... Moi, j'y étais, mais il y a 20 ans, et il sait ce que c'est. Mais en même temps, ce serait tellement bien qu'on soit la première ville de France. S'il y a une ville de France qui doit sortir un truc comme ça, c'est Nantes. Parce que c'est l'image de Nantes, avec la jeunesse qu'il y a, etc. S'il y a une ville qui doit faire ça, c'est cette ville-là. Et donc, nous, on a envie de le faire, au-delà de nos sports, machin... Enfin, ce serait super, voilà, on fait un truc, et puis moi j'ai envie que le samedi, le dimanche, il y a des gens qui viennent, qui se baladent dans un truc commercial parce qu'ils aiment bien vivre, ils viennent voir des gamins faire du graphe, ils viennent voir des jeunes en train de faire une battle, mais pas forcément qu'une battle de skate, mais aussi une battle de théâtre sur l'esplanade, parce que ceci, enfin j'en sais rien moi après. Après on leur donne les espaces à eux de prendre le pouvoir et d'en faire quelque chose. Et là je suis pas inquiet. Les jeunes, ils n'ont pas changé depuis ce qu'on était. Quand on donne un lieu pour exprimer aux gens, ils se l'accaparent, ils en font quelque chose. Mais simplement, à nous, et ce que vous l'avez très bien dit, c'est ça là, c'est à nous d'organiser ces espaces-là. C'est à nous de faire des propositions. Et moi, à 55 ans, et bon, je ne verrai peut-être pas ça avant 60, et ben, le dimanche, j'aimerais bien aller là-bas pour voir effectivement cette jeunesse qui bouge, qui vit autrement, etc. Ça m'intéresse. Et là, je veux bien prendre du temps pour sortir le dimanche. Autrement, franchement, il y a des trucs qui m'intéressent moins, quoi. Donc, moi, j'ai envie de voir quand ça bouge, quand ça vit, quand il y a des gens qui font des choses. Et juste une dernière chose aussi en termes de mode de financement. Je crois qu'il faut
probablement renouveler notre manière de voir ce genre de financement et pas attendre tout du public. C'est aujourd'hui pas possible. Et il y a une mutation à faire sûrement dans les esprits sur la manière de se prendre en charge et d'assumer certaines choses et de rapprocher le public du privé, de projets qui ont une vraie portée d'intérêt général. Mais aujourd'hui, si on demande qu'au public de le faire ou si le politique veut absolument toujours faire des équipements sportifs pour faire du haut niveau, on fera toujours du trop petit. Parce qu'on n'aura jamais les moyens de faire un équipement rentable. Parce qu'un vrai équipement rentable, ça coûte plus que ça. Bordeaux, qui est parti sur son Arena, c'est 120 millions d'euros, 100% privé, 15 000 places, 6 000 places de parking en sous-sol, 200 commerces. Mais on ne peut pas demander à une collectivité d'aller vers ça. Et c'est tout à fait normal, c'est même pas son rôle. Maintenant, il faut faire converger les savoir-faire. Et je crois que là, le potentiel, après, est réellement intéressant. Il y a plein de choses à faire. Mais il faut probablement que les esprits, à la fois du côté du sport, des associations, des entreprises et des décideurs politiques, publics, se rapprochent pour inventer un peu autre chose. Alors, vous y croyez ? Qui veut intervenir ? Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Ça marche. Oui, c'est passionnant tout ce que vous nous racontez. Donc, on part de Rezé à l'origine. On est parti de Rezé, donc d'un club presque de quartier. Et donc, on arrive à un projet. Mais pour ce projet-là, il y a de l'ambition. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être nous préciser si c'est toujours associatif ou si c'est devenu professionnel, la section sportive. Pour l'instant, on a scindé les deux parties, le club garçon, club fille, et on est associatif. Et comme le disait fort justement Johan, sur un type de projet, c'est évident qu'à l'horizon de 1, 2, enfin rapidement, on devra passer en société d'exploitation professionnelle. Voilà, ça me paraît un minimum. Mais aujourd'hui, on est sur le mode associatif techniquement, si c'est la réponse à votre question. Toujours, oui. Non. Oui, vous savez, le plus urgent, c'est d'avoir les énergies pour faire le projet, de travailler dessus et de mettre des gens autour. Quand c'est que de la technique après, sincèrement, je pense qu'on est assez bon professionnellement là pour savoir faire. Mais il faut qu'on ait un ensemble. Oui. Donc Non, je voulais juste, pardon, parce que là aussi j'ai des convictions sur ces questions-là, mais par rapport à la distinction associatif ou société. Il y a un moment où quand les enjeux financiers deviennent trop lourds, je trouve, pour être présent dans un certain nombre d'associations, que le mode de gouvernance de l'association, avec le type d'adhérents aussi, qui peuvent être des gens pas du tout habitués à gérer des enjeux financiers plus lourds, devient un peu incohérent. C'est la limite de l'exercice. Donc je crois qu'il faut savoir aussi peut-être se projeter vers de nouveaux modes de gouvernance qui laissent le côté associatif grand public et la pratique loisir, sport pour tous, mineurs, dans des sections associatives et qui remettent le sport professionnel, voire les centres de formation, dans des sociétés avec des gens qui assument des responsabilités financières, qui assument des responsabilités civiles et pénales qui vont avec, quoi. Mais voilà, juste... Donc à partir de là, donc, ce fameux projet, il faut que ce club se pérennise il soit pérenne, parce que sinon... On peut toujours imaginer qu'il y ait, comme on dit, un accident sportif comme a connu le Football Club de Nantes, et on se retrouve avec une situation, un équipement que vous auriez donc... pour le compte, la collectivité... non, mais la collectivité... Ils n'auront rien payé sur l'équipement, donc là, déjà, on est ce sera notre là, responsabilité. on est tout à fait d'accord. C'est la meilleure garantie d'ailleurs qu'on va continuer. Parce qu'on va être obligé de s'impliquer un petit peu financièrement dans le système et qu'on n'a pas vraiment intérêt. Justement, comme c'est notre argent et pas l'argent des autres, on a un petit peu moins... On ne peut pas se permettre de lâcher. Oui. S'il y avait une garantie à apporter, ce serait peut-être un peu celle-là déjà. Non, parce qu'il n'y a que 14 équipes, je crois, ou 12. Oui, mais... Donc, il peut y avoir des hauts et des bas. Ensuite, il y a moi, je reviens à ce que disait M. Cordier, santé, sport... Et donc, vous disiez plutôt regrouper dans cet espace de loisirs et puis de tout. Mais moi, je vois dans certains quartiers de Nantes, il y a des terrains de basket, je vois au parc de Procès, je vois des dizaines et des dizaines de jeunes qui jouent au basket sur des terrains qui sont ouverts grand public, qui peuvent aller à tout moment. Oui. Mais ça, je crois qu'il faut le garder en marge de... Ah, mais moi, je ne suis pas contre, au contraire. Non, mais... Vous savez...
je pense qu'à un moment donné, c'est absolument pas antinomique. Je pense que par contre, il faut qu'il y ait un lieu emblématique. Au contraire, j'ai envie de vous dire, comment ça se passe dans la vraie vie ? Moi, je sais pas, je suis pas que sportif, j'aime aussi le théâtre, etc. Alors, vous avez quoi ? Vous avez des jeunes qui pratiquent le théâtre dans le quartier X, dans le quartier Y, dans le quartier de Bellevue, etc. Et c'est vachement bien. Et ils expriment un art, un savoir-faire, une compétence, une envie. Puis à un moment donné, un truc qui est vachement bien quand on fait du théâtre, c'est de le montrer et de le partager avec les autres. Alors, où est-ce qu'on le fait ? Eh ben moi, je trouve que ce serait bien que tous les dimanches, tous les samedis, nous, c'est ce qu'on essaye de faire toutes les mi-temps. On dit, vous faites, alors je sais plus, on a un groupe, Julien, ceux qui sont venus 2-3 fois, nos jeunes, qui font une espèce de truc, de danse, de machin. Ils sont venus devant 2000 spectateurs, exprimer ça, ils ont fait un petit tabac, on les a applaudis, et c'était vachement bien pour eux. Et eux, ils étaient super contents, et nous, on était super contents. Eh ben, je veux dire que ce qu'on a fait une fois de temps en temps, ce serait tellement bien. Moi, je rêve d'aller voir le dimanche des jeunes qui ont fait du théâtre dans leur fin fond, dans leur quartier, qui ont fait du basket sur les terrains dont vous me parlez, puis qui viennent là un peu parce que c'est un lieu un peu mythique, et on vient faire, et on vient se montrer. Et moi, attendez, moi, ce que je rêve, c'est qu'un jour, Emmanuel me dise « Hé, Thierry, sur le terrain, là, dans l'Urban City, je viens de voir une gamine. Putain, faut pas qu'on la lâche, celle-là. Elle est trop bien. » Parce qu'on sait quand un jeune, il a la classe ou qu'il n'a pas la classe pour faire le sport. Et celle-ci, elle est trop bien. Parce que celle-là, on la voit pas. Parce que celle-là, on en a un paquet qui nous ont échappé. Et qu'on leur proposera jamais de rentrer dans un club comme le nôtre. Et ben c'est ça qu'on a envie. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce lieu, c'est un lieu où on viendra s'exprimer, on viendra montrer, et plus effectivement on sera bon, plus on y viendra, plus on se montrera, puis peut-être que vous avez des gens qui même viendront voir en disant tiens, je vais repérer les bons danseurs du coin, je vais repérer les bons acteurs du coin, je vais repérer les bons basketteurs du coin. C'est ça, et c'est absolument pas antinomique, bien au contraire, avec l'irrigation de quartier qui est absolument nécessaire au quotidien. Mais je veux dire, faut surtout ne détruisez pas les petites salles qui existent. Alors, au contraire. Oui. Si vous permettez, monsieur, bonjour, Michel Elanic, donc je suis l'un des collaborateurs de Johan et associé au sein de la société Réalité. L'idée, si vous voulez, de ce type de lieu, ce type de lieu n'est pas antinomique ou comment dirais-je, en opposition avec effectivement cette urbanité qu'on retrouve dans tous les quartiers et qui crée le lien social, sociétal dont on a tous besoin et qui est très important et qui doit vivre et qu'on doit aider à vivre. Thierry parlait de mes enfants tout à l'heure parce qu'on parle souvent. Moi, j'ai des enfants qui pratiquent beaucoup les sports de glisse. J'en ai un qui intègre le sens en hockey sur glace, qui va régulièrement au parc de Procé faire du basketball, qui va aussi régulièrement au parc de Procé faire, dans les petits bols qu'il y a derrière le parc, faire du skate, du roller et autres. Ça ne les empêche pas d'aller dans les lieux dédiés à ça, notamment le hangar au bout de Malakoff. L'idée, en fait, du concept, c'est de, globalement, sur un espace, parce que j'ai cru sentir que certains pouvaient se surprendre, être surpris de l'espace qu'on demandait pour faire notre projet. Il est évident qu'une salle de basket, il ne nécessite pas 20 hectares. Ça, c'est très clair. C'est le concept, c'est la généralité du concept qui nécessite cet espace. Alors, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 12, est-ce que c'est 20 ? Aujourd'hui, on ne le sait pas précisément. On continue gentiment à travailler, à faire des études. En fait, l'idée, c'est d'abord de créer un lieu dédié à l'urbanité, à la culture urbaine, au sport urbain, un lieu dédié pour y faire venir, pour que les gens y viennent, et ils viennent pour voir autre chose que seulement du basket. C'est-à-dire que l'idée, c'est que sur ce lieu, les gens peuvent y voir effectivement le basket, y voir le skate, y voir tout ce qui tourne autour de l'urbanité et de ce phénomène qui aujourd'hui est ancré dans notre société. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est de créer autour de ça un pôle commercial dédié aux sports urbains qui viendrait financer l'ensemble de cette salle et des espaces qui seraient, eux, plus ludiques, comme des espaces de mini-pôle de basket où les gamins peuvent venir s'exprimer, effectivement un mur d'expression, de tag, pourquoi pas. Je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'on installe, enfin,
c'est notre idée, on ne détient pas la vérité, c'est d'être en capacité de projeter Nantes dans ce concept, dans cette idée-là du Nantes de demain, hein, Nantes 2030. C'est la culture urbaine qui sera encore plus imprégnée, encore plus inscrite dans notre vie. Et c'est un concept qui aujourd'hui est unique, qui n'existe pas encore. Donc on a une opportunité de le faire. Voilà. Je voudrais juste rajouter ce que vient de dire Michel. C'est-à-dire que nous, on joue 20 fois dans l'année. Si on est 2, imaginons qu'on joue 40. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est que c'est un lieu qui vive quasiment tout le temps, tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, toute la semaine. C'est un lieu de vie qu'on voudra avoir. Et dedans lequel, nous, ce serait tellement mieux d'aller faire notre match dans un lieu de vie permanent que d'aller le faire dans la salle où ils viennent une fois de temps en temps nous voir et où on s'entraîne. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, on veut un lieu de vie, un lieu qui vive, qui corresponde à la vie grouillante qu'il y a dans une ville, dans lequel on concentre un certain nombre de choses, d'événements, qui n'empêchent pas tout ce qui se fait par ailleurs, bien au contraire, puisque, au contraire, j'aurais plus envie de m'entraîner dans ma petite salle à faire du théâtre, plus envie de m'entraîner dans ma petite salle à faire du basket, parce que je sais que le samedi, il y a un concours de 3-3 super, avec des super joueurs, et que je vais être meilleur pour être le meilleur. Ben, c'est bien. Oui, alors, est-ce qu'on peut... Mais, donc, c'est dédié uniquement au basket, alors que je pense volley, parce que volley... Basket, tout ce qui est urbanité, roller, oui, etc. Non, mais est-ce que vous imaginez de pouvoir accueillir le volley, par exemple, parce que c'est des sports qui occupent la même surface dans une salle? J'ai pas de... Il y a un moment donné... Sinon, il va falloir faire un projet volley, peut-être un grand projet volley. Non, mais là, c'est pas un projet volley, c'est un projet d'urbanité. Et pour l'instant, ce l'on sait, c'est que le sport urbain par excellence, c'est le basketball. Voilà. Après, peut y avoir dans cette salle peut aussi y avoir des grands événements de volley. Voilà. Après, tout est possible. Après, ce qui est sûr, c'est que la salle, il faudra que nous on l'amortisse en tant que telle et qu'on aura aussi un certain nombre d'événements à y faire vivre pour qu'économiquement les 25 millions on les rentabilise. Bon, mais attendez, pour l'instant, je ne m'oppose pas au projet qui existe à l'heure actuelle. Hein. Que je sache, il y a un projet pour du hand, il y a un projet pour du volley, il y a un projet pour du basket. Je ne m'oppose pas à ça. Hein. Je dis simplement qu'on voudrait aller explorer une voie différente où on amène un équipement global d'urbanité et dans lequel, à un moment donné, sur cet équipement, il faut qu'il y ait une équipe de haut niveau. Que je sache, pour l'instant, l'équipe qui, pour l'instant, était 3 fois européen depuis qu'on existe, c'est Nantes-Rosé Basket. Il n'y en a pas d'autres. Alors, j'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est pas par hasard que j'ai fait le forcing pour qu'on y soit. Parce que je pense que nous, on est obligés. C'est peut-être cette obligation qui fait qu'on l'est devenu. Et c'est parce que je veux qu'on y reste qu'on s'est donné un certain nombre d'objectifs. Moi, j'ai pas le choix. Moi, je peux pas me permettre de pas être européen parce que je suis un club féminin. C'est comme ça. Et donc, ça me contraint. Ça me contraint à avoir des résultats. C'est pas mal. Vous avez mentionné que l'équipement doit appartenir au public. Quelle est votre observation sur les possibilités qu'il y a de public concernant le sport féminin, concernant les sports en salle peut-être, pour avoir une réflexion un peu plus large. Et est-ce que vous avez eu une observation sur la possibilité que le club appartienne au public aussi, qu'il n'appartienne pas à des interlocuteurs, à des investisseurs financiers. Je comprends pas. C'est-à-dire, je comprends. L'actionnariat. Ah oui, que l'actionnariat soit populaire. Moi, j'ai pas de... Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais entendu parler des possibilités que l'équipement appartienne au club et appartenant au club appartienne au public. Ah bah s'il y a des gens qui veulent financer à part égale l'équipement, on n'a pas de problème. Le Monde a fait un papier là-dessus la semaine dernière. Non, justement, oui, voilà. Oui. Très intéressant. Oui. Mais moi, le jour où on aura... Je vais vous dire, faut reprendre les choses à la base. Le jour où on aura 2000, 3000 abonnés, on pourra en parler. Pour l'instant, ma vérité, à moi, pour l'instant, c'est que j'ai fait entre 1500 et 3000 spectateurs et qu'en nombre d'abonnés, je suis à 42. Alors, attendez, pourquoi je suis qu'à 42 ?
parce que ça fait pas assez longtemps que je me suis inscrit dans la durée, parce que je suis pas au niveau depuis assez longtemps, parce que j'ai peut-être pas l'équipement qui va avec, etc., etc. Enfin, puis parce qu'il faut du temps. Quand j'aurai, et moi j'ai rien contre, au contraire, hein, je connais bien par exemple, le premier à avoir fait ça dans le monde économique, c'est dans la presse, ça s'appelait à l'époque l'événement du jeudi, si mes souvenirs sont bons, qui était un grand truc qui s'était fait sur, donc je connais bien ces problèmes-là, les problèmes de scope, je les connais aussi beaucoup, etc. Ça peut ressembler. Moi je suis ouvert à tout, j'ai pas de problème. Personnellement, je ne suis pas dépositaire d'une Entrezé Basket. Je suis quelqu'un qui croit au projet qu'on est en train de mettre en place, qui s'investit, qui passe du temps, qui met beaucoup d'argent, comme aucun président n'en a mis dans mon sport et dans ma ville, en entier en un autre, pour être tout à fait juste, mais dans les sports en salle, on va dire ça comme ça. À partir de là, si vous voulez, j'ai des convictions qui ne sont pas des convictions économiques. Ce que je suis sûr, c'est que je ne gagnerai jamais de pognon avec ce truc-là, avec mon club. Alors ça, c'est un truc dont je suis super sûr. Mais j'ai une entreprise pour ça, merci. Et en plus, mon entreprise, c'est génial parce que je gagne de l'argent et en plus, je remplis un rôle social dedans. Donc ça me va très bien. Mais donc, si vous voulez, après qu'on ouvre le club demain au partenariat parce qu'on a 3, 4, 5 000 supporters, pourquoi pas? J'ai pas d'opposition à ça. Sincèrement, j'ai aucune opposition. Simplement, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut d'abord qu'on s'inscrive dans la durée. Il faut qu'on soit dans le cœur des gens. Il faut qu'on ait fait des choses, il faut qu'on ait réalisé des choses, il faut qu'on leur fait vivre des grands moments de bonheur. Il faut que, ils viennent gagner une Coupe d'Europe avec nous, qu'ils viennent gagner un titre avec nous. C'est important quand on n'est pas cher depuis des années, qu'on va dans les petits clubs. Ça demande beaucoup de temps pour que les gens vous aiment. Ça va très vite de casser cette mécanique-là. Donc, pour l'instant, on est sur un chemin qui est long et pour répondre à ça, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, mais on n'en est pas là aujourd'hui, à mon sens, hein, moi je me trompe. Non? J'ai répondu clairement ou pas? Non? Mais moi je veux bien, si vous avez 5000 personnes qui veulent investir dans le club. C'est peut-être là qu'il faut peut-être envisager le BHV, le basket hand-volley, et d'avoir donc ainsi un ensemble qui répondent justement à l'équipement qui appartient aux spectateurs des sports en salle. Ouais, enfin, là, pour l'instant, il appartient aux collectivités. Alors nous, on propose déjà qu'il ne coûte rien aux collectivités. Alors, je veux dire, attendez, attendez, excusez-moi, mais là, pour le compte, c'est un sacré risque. Hein. Moi, je veux bien que vous veniez avec nous, mais vous allez voir les chiffres, c'est un sacré risque de se dire qu'on investit 25 milliards d'euros pour rien et qu'on ne va rien en retirer. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui les paye. Il va bien falloir qu'il y ait une rentabilité sur l'opération, sans être purement qu'un pur économiste, parce que je peux l'être sur d'autres sujets, mais sur le sport, c'est pas mon débat. Donc, à un moment donné, ça... Après, l'histoire des spectateurs qui s'investissent un peu plus, moi je suis le premier derrière ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes avant qu'on en arrive là. Mais bon, après, si ça va plus vite que ce que je pense, ce sera parfait. Hein. André Arbotto, j'étais admiratif devant toute la première partie de votre discours. Tout ce que vous avez fait pour le club avec l'équipe qui est ici présente avec vous aujourd'hui. Vos ambitions, voilà, tout ce que vous avez conduit pour faire progresser votre club, votre politique que vous avez vis-à-vis des joueuses, vous avez prise en compte de leur situation personnelle, de leur inculquer des objectifs, de ménager leur avenir ultérieur après le sport, votre politique tarifaire. Donc plein de choses qui me vont bien et pour lesquelles je suis admiratif et je vous ai dit bravo. Je suis un peu plus dubitatif sur la suite des choses après, parce qu'il ne faudrait pas peut-être que le basket copie certains autres sports et on arrive à des évolutions. J'ai rien contre les projets privés, mais il y a quand même des choses. Moi, je suis plus football que basket, et je citerai quelques exemples. Notamment quant à la pérennité dont a parlé mon collègue auparavant, quant à ces projets-là. Parce que quand on parle de culture urbaine, de peuple urbain, c'est quand même des notions que j'adopte tout à fait, mais qui reviennent plus aux collectivités locales qu'aux projets privés. Et je citais avant que la séance commence, on parlait football, je disais l'équipe la plus renommée en Vendée, c'est le Poiré-sur-Vie. Elle devrait s'appeler Cugnot-sur-Vie. Les Français ont vibré il n'y a pas si longtemps que ça au fait que Montpellier soit champion de France. Le président Nicolin a sans doute, comme beaucoup d'entre nous, autant de défauts que de qualités. Mais enfin, les gens étaient surtout contents que ce n'est pas l'équipe des Émirats arabes unis ou du Koweït qui ait gagné le championnat de France. Troisième chose, Carquefou vient d'accéder au niveau national en football.
c'est peut-être pas si utopique que de dire que dans 2 ou 3 ans, peut-être pas dès l'année prochaine, la ferveur populaire aille autant vers Carquefou que vers Nantes. S'il y a une évolution. Et on verrait alors un stade de 35 000 places, avec à côté, qui serait réservé au FC Nantes, avec à côté une autre équipe qui progresserait et qui jouerait dans un stade tout petit, dont le président disait ce matin qu'il fallait construire de nouvelles tribunes. Donc il y a plein de dérives. J'ai rien, encore une fois, contre les projets privés, mais attention que le haut niveau ne fasse pas dériver des clubs qui sont, comme le vôtre, actuellement très exemplaires, et qui leur fassent prendre des évolutions qui ne seraient peut-être pas souhaitables. Alors, pardon. Sur le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet qu'on vous présente ce soir, c'est un projet, je dirais, à 2 canons, si vous me passez l'expression. Il y a d'un côté le projet d'évolution d'un club, et d'un côté un projet urbain. Sachant que le projet, l'évolution du club, ne peut se faire dans le sens souhaité par Thierry que si le projet urbain est adossé à son projet. Voilà. Après, l'idée publique-privée, ça c'est un débat dont on pourra peut-être rediscuter. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est que chacun reconnaît que le public ne pourra pas continuer incessamment à financer des salles et des salles et des salles au fur et à mesure que les grandes métropoles vont s'urbaniser. Aujourd'hui, chacun connaît l'état des finances publiques, et il est évident qu'il n'y a que par l'implication du privé qu'on arrivera à continuer à donner une évolution aux équipements sportifs et autres que sportifs d'ailleurs. Donc effectivement, après, il y a un débat philosophique sur le devenir de ces clubs. Est-ce que le sport ne va pas se fourvoyer avec l'argent ? Je pense que c'est un débat qui est un petit peu autre. Mais je ne vous dis pas que je ne suis pas quelque part en lien avec votre idée. Moi, je voudrais juste dire, quand vous parlez de Nicolin, attendez, vous me parlez, Nicolin, c'est Nicolin qui fait le club de Montpellier. C'est la Nicolin Connection. Et moi, je vois, il a tous ses excès, ses machins, etc. Donc, Nicolin est aussi présent à Montpellier. Alors, on préfère Nicolin au Qatar. C'est clair. Bon. Mais, faut remettre les choses à leur place, quoi. Je veux dire, comment ? Oui, voilà. Bon, mais il faut remettre les choses à leur place. C'est un type qui a décidé à un moment donné, qui est parti d'un truc de quartier. Alors nous, on est parti de Rosé. Voilà. Lui, il est parti du quartier, je ne sais plus comment il s'appelle là-bas, la Paillade. Voilà. Comment ? Voilà. 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 Et donc, il est parti de la Paillade. Moi, j'ai un copain qui était de la Paillade, qui joue au basket avec moi. Il m'a expliqué, machin et tout. Il est parti de la Paillade. Nous, on est parti de Rosé. Il croit en un certain nombre de choses. Bon, j'aime pas tout ce que dit Nicolin, mais quand Nicolin dit si je pars en guerre, je préfère partir avec mes éboueurs qu'avec mes joueurs, je pense que je suis assez d'accord avec lui. Voilà, bon, donc après, il a ses qualités, ses défauts comme tout le monde, mais au moins, il a fait son truc. Nous, ce qu'on dit, alors je comprends bien ce qui est en train de se passer. Là, il y a l'histoire, le FC Nantes qui s'est accaparé par un type qui a vendu le pognon, machin, etc. J'en suis d'autant plus navré que j'ai bossé 2 ans au FC Nantes et que j'ai contribué à son développement et que je trouve désolant ce qui est en train de se passer. Mais attendez, là, ce que je suis en train de parler, moi, c'est pas de ça. Je veux dire, de quoi je suis en train de parler ? Je dis, on veut mettre en place un certain nombre, on veut avancer un certain nombre de valeurs dans cette société, des valeurs de partage, etc. Pour le faire, on a besoin de moyens. Et en plus, on veut le faire dans un cadre, dans un ensemble, qui est un ensemble au niveau sociétal, qui est dans le partage de société. Voilà. On a cette grande utopie-là. Alors, par contre, moi, je suis un théoricien pragmatique, un rêveur concret. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des rêves, il y a un truc que j'ai appris, c'est que les rêves, quand on prend pas le bleu de chauffe, quand on met pas les mains dans le cambouis, ça reste que des rêves. Et moi, je déteste ça. J'ai envie que mes rêves, ils deviennent réalité. Et donc, à un moment donné, on est quelques-uns à se dire, on va mettre le bleu de chauffe. C'est pas le truc sur lequel, je pense, réalité va gagner le plus d'argent. C'est pas le truc sur lequel moi j'ai gagné le plus d'argent, mais on a envie qu'à un moment donné, dans 5-6 ans, il y ait ce truc-là. Voilà.
après, ça plaît pas à tout le monde. Ça correspond à un besoin, ça correspond à une envie, les gens ont envie ou pas. Puis en plus, on se dit, si on y va dans la crise actuelle en disant faites-nous un truc comme ça à 40, 50, 100 millions, on va tous nourrir au nez et c'est peut-être même à la limite un peu indécent économiquement. Parce qu'il y a des gens, il y a une crise, il y a des gens qui sont en train de... Donc on se dit en plus, on va le faire avec du pognon privé. Donc là, pour l'instant, nous, ce qu'on a juste envie de partager, c'est nos valeurs, nos idées. Après, le reste, c'est notre problème. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est surtout pas devenir un club, je sais pas. Oui, on a des ambitions pour le club, mais c'est pas un club à pognon. De toute façon, à 2 millions de budget, vous savez, on sera jamais un grand club à pognon. Simplement, c'est de pérenniser, effectivement, les moyens qu'on aura de pérenniser ce club dans le temps. Mais il y a d'autres présidents qui l'ont fait. Le président de Bourges, c'est ce qu'il est en train de faire depuis 20 ans. Et il est au niveau depuis un certain temps. Je suis pas le seul président à avoir cette... Simplement, on le fait un peu de façon... On essaye de le faire... Enfin, on le fait, on essaye. On est obligé de le faire de façon originale parce qu'on n'a pas le choix autrement, ça ne marchera pas. Une question dans le... Bonsoir. Donc, comme vous le savez, Monsieur Frère, on est en face sur pas mal de choses, notamment un lieu de vie urbain avec, autour d'un équipement sportif, avec des commerces pour le financer et le faire vivre 365 jours par an. Bon, là, vous savez aussi où on commence à différer, c'est quand on parle de spécialisation que du basket. C'est en fait, moi, c'est là que je me pose une question. Quand vous dites basket, c'est basket féminin ou c'est basket féminin et masculin? Moi, pour l'instant, j'ai déjà assez de problèmes avec mon club à moi. Donc c'est toujours pas facile, j'ai un projet, j'ai un truc. Aujourd'hui, je propose ça. Attendez, après, s'il y a des choses intelligentes qui se peuvent faire avec un deuxième club, etc., s'il a la même philosophie, la même envie, etc., je crois aussi qu'on est logique avec notre accord d'urbanité. Le basket est un sport urbain. Voilà, bon, moi j'aime bien mon sport, j'aime bien les autres. Mais voilà, en plus, il y a des équipements à Nantes qui sont en train de se faire pour d'autres clubs. Donc, je n'ai pas envie de dire non plus, attendez, quel sens serait de dire, attendez, alors, les 6 clubs, là, venez dans l'Urban City et puis vous abandonnez tout le reste. N'importe quoi, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, nous, on est dans un projet, puisque le projet de l'Arena, c'est pas fait. C'est bien ou c'est pas bien, c'est un autre débat. Puisque le projet d'une salle où il y a 2, 3, 4, 5 clubs, c'est pas fait. Il y a des choix politiques que je respecte parfaitement. Enfin, Éric Bouquin est là, il le sait. Ça fait des années que je discute avec eux. Ils ont leur choix, que je trouve d'ailleurs pas si mal que ça, parce que si on a autant de sports de haut niveau, c'est quand même parce qu'à un moment donné, il y a une mairie qui a décidé de faire de l'élite et de mettre en place une stratégie sur les sports de haut niveau. Il y a les présidents, il y a les entraîneurs, et puis il y a aussi la mairie. Et s'il n'y avait pas eu ça, on n'en serait pas là. Donc voilà, moi là-dessus, je suis très clair là-dessus. J'ai jamais critiqué ça, au contraire. Par contre, nous, on a envie de porter une certaine idée des choses, de la vie en société, etc. On la porte comme ça. Ça n'empêche pas la vie des autres ailleurs. Voilà, donc du club de basket, d'un autre club de basket. Parce que ma question était un peu plus précise que ça. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de jauge de 1500 à 4000 à peu près. 4005. 4005, ça correspond pas à tous les sports excepté le hand. Et le basket non, de basket gars, tant qu'ils sont... on peut faire très bien du 4005 en Pro A. Voilà. Bon, ça après, leur interdit de jouer l'Euroleague. Comment ? Ça leur interdit de jouer l'Euroleague. Quand ils seront en phase pour jouer l'Euroleague... En 2030, voilà, en 2030. Oui, non, mais après, moi, mon projet, on n'est pas figé non plus. Hein, je veux dire, si vous me dites, il y a un moment donné, faudra faire une salle de 7005 et qu'on prévoit de la faire, etc. Enfin, vous savez, nous, on est pragmatique et concret. On ne veut pas voir grand pour voir grand. On veut voir ce qu'on peut faire et ce qu'on sait qu'on peut faire. Non, mais c'est 1 million d'habitants, la métropole, en 2030. Donc non, mais je ne suis pas maire de Nantes. Si c'est ça la réponse à la question, je ne suis pas maire de Nantes et je surtout pas la question. Je me présente pas, donc je veux pas l'être un jour. J'ai déjà plein de trucs à faire, ça me va bien. Donc voilà, je veux dire, après, moi je reste à ma dimension, mais dans ma dimension, dans mes objectifs, ce que je viens de décrire, je sais que je peux le faire, on sait qu'on peut le financer et on sait où on va derrière. Je suis très pragmatique et très concret. Une chose qu'il faut retenir, parce que beaucoup de questions tournent autour de la seule salle de basket. Une chose dont il faut tenir compte quand même, c'est que le concept sur lequel on a réfléchi ne tourne pas que sur la salle de basket. La salle de basket, en fait, est un des éléments, je veux dire, moteurs, constitutifs du concept, mais
il n'y a pas que la salle de basket. Il y a autour de cette salle tout un concept de commerce. C'est un nouveau lieu de centralité qu'on veut créer, un nouveau lieu de rencontre, un nouveau lieu de lien sociétal et social. Qui est financé par un certain nombre d'éléments qui se découlent autour. Mais voilà, il ne faut pas tenir compte que de ça. Juste une chose, si demain matin, c'est une question qui a été posée, si demain matin, il faut que dans un lieu de cette nature, il y ait un club emblématique européen. Voilà, ça à mon analyse, moi c'est ça. Si demain matin, ce n'est plus le Nantes-Rosé Basket parce qu'on est descendu, parce qu'on descend en L2, que les accidents sportifs, ce sera un autre sport. Et en tant que co-investisseur à mon niveau du projet, j'aurais super intérêt à ce qu'il y ait un club qui marche bien dans le truc pour pas plomber les finances du projet. Donc, s'il y avait une garantie qui est là-dessus, c'est de dire, moi je sais qu'aujourd'hui je travaille pour avoir un club qui est européen, il est européen, et que on a l'ambition d'en faire beaucoup plus. Si demain matin on n'arrive pas à garder ce niveau sportif, il faudra mettre dans cet équipement, où il faudra proposer dans cet équipement à mettre le club emblématique et un club peut-être plus emblématique. Oui, mais après, je veux bien entendre 2, 3, 4, 5, 6. Après, c'est un problème d'organisation auquel je... Voilà, après, c'est d'autres choix. Enfin, bon, voilà. Puis bon, moi, j'ai juste envie de dire, je suis très concret. Là, je sais qu'il y a des décisions qui ont été prises pour faire une salle à 22 millions, une rénovation à 25 millions et une autre salle à 30. Alors moi, je veux bien arriver en disant, écoutez, tout ça, vous avez fait n'importe quoi, je suis désolé, on va faire un truc ensemble. Voilà, moi, voilà, c'est décidé, il y a des appels d'offres, le machin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais pas là quand ça s'est décidé, ou j'y étais, mais tout ce que j'ai proposé n'a pas forcément été acté. Et c'est la vie démocratique, c'est pas moi qui ai été élu. Donc c'est les élus qui décident. Moi, je peux décider sur ce qui est de mon champ de responsabilité. Et mon champ de responsabilité, je viens de vous l'exprimer, et on est plusieurs à l'exprimer. Sur ce champ de responsabilité-là, nous, on a envie de faire ça. Et si demain matin, c'est un autre club, parce que nous, je crois que c'est vous qui avez dit, sportivement, on peut avoir des accidents, vous avez raison. Et puis, voilà. Et Carquefou, moi j'adore Carquefou, le président de Carquefou, on se connaît super bien, on est dans la même assoce. Carquefou, c'est 1,6 million, hein, pour être en CFA. Nous, c'est 2 millions pour être champion d'Europe. Hein. En national, excusez-moi. Nous, c'est 2 millions pour être champion d'Europe. Voilà. Après, c'est comme ça. C'est le football et c'est le basket féminin. Bon, bah, c'est pas mal aussi. Et puis, merde, la place de la place du sport féminin. On va l'avoir quand exactement ? Parce que quand on m'explique que la médiatisation à la télé, c'est bien parce que c'est des mecs et pas des filles, c'est pas vrai. Il y a un sport qui a dit, dès le départ, on va médiatiser pareil, le gars et les filles, c'est le tennis. Et quand vous regardez les audiences des demi-finales, des finales de gars ou de filles, il n'y a que 10 à 15% d'écart. Quand vous allez voir tous les JO, moi je vais les regarder. Quand c'est la finale du 100 mètres filles, on coupe pas la télé, on dit « Oh non, c'est des filles, c'est nul, je vais regarder que Bolt qui gagne. » On regarde de la même façon. Donc moi, je vais vous dire un truc, quand on médiatisera autant les filles que les gars, vous verrez qu'il y aura peu d'écart entre le téléspectateur pour les filles et pour les gars. Et il y en a marre de ce terrorisme qui consiste à dire que les sports féminins, c'est les seuls qui marchent et qui fonctionnent. C'est pas vrai. Parce que quand on fait autrement, ça marche. Donc, peut-être qu'il est temps de se dire qu'il faut qu'à Nantes, il y ait un grand club féminin et qu'aussi il y a un grand club de gars, mais qu'il y ait un grand club féminin. Et là, pour l'instant, on est quand même pas mal placé pour être celui-là. Et donc, on veut plus de moyens pour l'être encore plus. Et donc, on veut se les donner comme on ne nous les donne pas. Et là, c'est un vrai problème. Et ben, je suis super d'accord. Vous savez pourquoi ? Non, mais je suis super d'accord parce qu'il y en a très peu. Vas-y, Mennen. En plus, c'est vrai. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle travaille, elle. Je voulais juste, pour terminer pour ma part, juste terminer sur le fait que par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure sur les quartiers, sur les quartiers, le fait de vouloir faire vivre les quartiers, ça veut forcément dire, enfin à mon sens, qu'il y aura forcément des équipements différents et qu'on ne pourra jamais créer un équipement qui pourra recevoir tous les clubs. Déjà pour des questions de calendrier. Je vois pas comment plusieurs clubs de haut niveau peuvent jouer le même jour à la même heure dans la même salle. Enfin, ça c'est peut-être autre chose, mais donc voilà. Donc comment ?
On a fait les dames de sport. Et les dames de sport, ça configure l'association du sport féminin. C'est-à-dire que... Ah non, mais si. Mais moi, je veux dire, attendez, j'ai pas dit qu'il y aura... Enfin, après, c'est une question d'équilibre. Si demain matin, le volley filles est européen, si demain matin, le hand filles est... Enfin, le hand, c'est difficile, parce qu'après, il y a des problèmes de configuration de salles. Et il y en a marre d'avoir des salles où on n'est pas à côté des spectateurs, parce qu'on est obligé d'avoir du hand à côté. C'est pour ça qu'il faut des salles pour le hand et des salles pour le basket et le volley. Bon, j'ai rien contre le hand, hein, je regarde la télé comme tout le monde, mais bon, voilà, c'est un problème de configuration. Voilà, bon. Non, de toute façon, j'ai pas de problème à le dire. Enfin, c'est pas choquant de le dire. Bon. Donc, si demain matin, le volley féminin est européen et que sur un événement comme ça, ils ont besoin d'une salle de 3000, mais ben, je pense que ce sera un vrai bonheur qu'on les accueille. J'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, la conversion du volley, c'est plutôt 800 à 1000 spectateurs. C'est pas tout à fait la même chose, volley féminin. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vas-y. Pour être assez honnête, c'était un peu l'idée du premier projet. Et puis, donc, on n'est pas figé là-dessus. Mais c'était un peu l'idée du premier projet, de dire on fait du sport féminin à cet endroit-là. Mais sauf que là, on a le problème avec le hand. Et nous, il est hors de... on n'en peut plus d'avoir des terrains où on est à 20 mètres des joueurs. Mais vous êtes pour rien. Hein. Non, mais... Bon. Non, mais c'est pas ça. Je sais que vous êtes... Non, mais pour le volley et le basket, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Ah bah, mais c'est pas vrai. Le volley et le basket, en termes de concentré, de proximité, vivent beaucoup mieux qu'avec le hand. Voilà. Donc, mais après, c'est voilà. Moi, je pense qu'il faut. C'est pour ça d'ailleurs que la stratégie de faire une salle pour le hand, c'est pas idiot non plus. Nous, on n'était pas contre l'idée de faire une salle pour le sport féminin. Je suis assez d'accord. Mais bon, après, déjà le hand, faut qu'ils arrivent au plus haut niveau. Ils y sont pas. On a fait Dame de cœur, qui est une façon de découvrir le sport féminin. Je pense probablement qu'entre le volley et le basket, on doit pouvoir. Moi, je ne crois pas au-delà de deux sports. Hein. Et je ne crois pas au-delà de deux clubs. Parce qu'après, je pense qu'il y a des problèmes de... Mais bon, on n'est pas aux États-Unis. Parce qu'après, il faut mettre le monde qui va derrière, qui machin, qui change la salle, et ça coûte un peu de sous. Mais bon, c'est qu'une vision, hein. Bien, je propose qu'on termine cette séance. On a affaire à des passionnés et on les remercie d'être venus nous présenter ce projet. Ça confirme ce qu'on a ressenti à partir du travail qui a été fait dans le cadre de la délégation qui s'est intéressée au sport, puisque quand on a publié le travail, qu'on en a fait un peu, qu'on l'a porté à connaissance du public, on a eu plusieurs propositions de différents acteurs, dont les gens du Nantes Métropole Omnisport qui sont venus la semaine dernière présenter leur projet. Vous avez votre projet. On en a reçu également d'autres sur le sport loisir. Donc il se passe peut-être quelque chose sur ces questions du sport, qui est un élément dont on a dit, nous, qu'il était important au moins pour la santé des populations. Et donc votre proposition, votre projet vient enrichir un petit peu celle qu'on a reçue par ailleurs et apporte quelque chose par rapport à la réflexion sur le projet Nantes 2030. Donc merci en tout cas de votre enthousiasme, de votre passion et d'être porteur de projets innovants, parce qu'effectivement, il ne faut pas tout attendre de la collectivité. C'est certainement un des constats qu'on peut faire actuellement. Voilà, merci à vous. Merci de votre accueil.